Iglesias. C'est moi, j'ai le son qui déconne. Ouais. Tu me pisses dans le cerveau. Yo, 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 et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Jazz Bar. Je suis Bastien et je suis évidemment accompagné de mon bro Théo pour l'animation de cet épisode. Comment ça va, Théo ? Ça va très bien. Et toi, mon bro C'est ton nouveau truc, ça, de me serrer la main quand on se dit. J'aime bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode, un poil particulier, parce que je sais pas, pour ceux qui nous suivent depuis le début, peut-être qu'ils se sont dit, ok, les loulous, ils ont encore respecté leur annonce. Il y a un épisode vidéo, un épisode audio. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On bouscule tout là ? Oui, on est sur un entre-deux et pourtant il y a de la vidéo. Bah oui, mais en même temps, c'est un petit peu normal. Oui, c'est normal. Parce que tout aujourd'hui. C'est normal. Oh là là, excuse-moi, il y a eu à la fois un lapin crétin et. On est aujourd'hui dans un lieu prestigieux, oui, avec un invité prestigieux. On a beaucoup de chance, encore une fois, avec le Jazz Bar de pouvoir faire ce genre d'enregistrement, ce genre d'épisode. C'est trop cool. Tu veux nous dire où on est, Théo ? Je veux bien. Mais d'abord, est-ce qu'on peut dire avec qui on est ? Non. Nous sommes à la table avec monsieur Pierre-Alain de Garrigue, plus connu sous le nom de... PADG, le Page. Bonjour à tous. Alors moi aussi je fais yo boum boum go go. Et je fais un peu aussi ça, tu vois, je serre la main, voilà. Bah ouais. Au revoir. Il faut le corps. C'est rapide. Les gars sont trop forts. J'adore. Vous le verrez dans les bêtisiers, je pense, mais c'est trop fort. Merci beaucoup. Effectivement, on n'est pas dans mon bureau, on n'est pas en pleine nature, etc. Quoi qu'on aurait pu, hein. L'idée de base, c'était de t'accueillir en pleine nature. On connaît ton rapport à la nature, à la plage, aux plaines, etc. On s'est dit, ça pourrait être hyper intéressant et je pense, ça pourrait te convenir de faire ça en pleine nature. Tu connais la Normandie, on n'est pas sûr du temps. J'adore. D'ailleurs, tu connais si bien la Normandie que tu as fait une voix off qui raconte l'Aude à la pluie pour un jeune club de foot. Mais oui, vous êtes au courant de ça ? Mais oui. Parce que vous faites partie du club ? Non, pas du tout. Mais c'est juste à côté de Caen, on n'est pas sans rigoler, mais c'était un super beau projet. La vidéo est magnifique. Ah ouais, ils m'ont contacté, oui. Alors, c'est le club de Rocancourt ? C'est ça, le FC Rocancourt. Extraordinaire ce qu'ils font. Ils font des magnifiques maillots. Alors moi, je suis foot, je peux vous le dire, en face, ils sont pas du tout foot. Ils savent même pas où est Paris, ils savent même pas que c'est une ville. Enfin, tu vois. Et c'est vrai que Rocancourt m'a contacté. Ils étaient incroyables. On pourra les citer d'ailleurs. Ah, avec grand plaisir. Ils font un truc incroyable. C'est-à-dire que c'est un tout petit club. Et ils font une communication de PSG, quoi. Je veux dire, de grands clubs avec des maillots. Ils sont quali, quoi. La quali de dingue. Et ça m'a fait trop plaisir. Et ils me l'ont demandé super. Ils étaient super mignons. Donc c'était vraiment un grand plaisir de faire ça. C'était un beau projet. Si vous avez l'occasion de regarder. Ah oui, carrément. On mettra les liens. On mettra les liens. Franchement, c'est magnifique. Il existe plus de 40 façons de nommer la pluie en patois normand. Autant de mots pour décrire ce phénomène météorologique qui, à première vue, paraît désagréable, mais qu'on choisit ici de sublimer. Mais du coup, on n'est pas en pleine nature. On n'est pas en pleine nature. La même déception, si, c'est déceptif. Même si on aurait pu enregistrer sur la plage, c'est pas où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est où, Théo ? On est au Grand Hôtel de Cabourg. 5 étoiles. 5 étoiles. Et il faut qu'on les remercie aussi parce que Évidemment. le Grand Hôtel de Cabourg, on les a contactés gentiment. Ils ont accepté de nous accueillir. Incroyable. Déjà, c'était pas forcément gagné d'avance, mais ils ont été trop cool. Et en plus de ça, plutôt que de nous faire enregistrer dans le Houlouquois, ils nous ont proposé de nous prêter une chambre, une suite. Donc aujourd'hui, on est dans la suite Victoria à l'hôtel de Cabourg, le Grand Hôtel de Cabourg. Donc c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Alors, faut quand même anecdote. On arrive de Caen, on est dans la voiture, on discute, c'est sympa. Et tout d'un coup, on arrive sur la place et je vois moi j'aime bien les belles choses évidemment, et je vois le Grand Hôtel là qui se pavane, il se dresse et je fais mais attendez où on est, parce que j'avais pas percuté qu'on était à Cabourg. Et il me dit je dis oh la vache, j'adore, mais c'est tellement beau, tu sais. Je me dis je vais revenir je me vais revenir du style parce qu'avec mon nom je me la joue quand même un peu. Bien sûr, du style non, c'est
c'est une bicoque. Une bicoque pour Pierre de Garrigue. Et voilà, non, et là, je regarde, c'est, oh la vache, c'est super beau. Puis après, je fais, ben, où on va? Et là, c'est blaireau, il se gare. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, ben, t'es là. Et là, je le croyais pas. Et franchement, l'accueil. Franchement, Grand Hôtel de Cabourg, merci, c'est un plaisir. Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a un excellent esprit. Moi, je suis très sensible aux ambiances. Ouais. À l'entrée, c'était super. Enfin, merci encore une fois. Merci voilà. Manon, et merci à vous. Laurie. Voilà, merci à toi. Du coup, tu as dit que tu étais assez sensible aux énergies et tout ça dans le lieu ? Oui. Les gens le savent un petit peu parce que vous savez, sur les réseaux, souvent, je mets des posts à la fois qui traitent un peu de mon métier, de plein de choses. Je prends des avis. Je suis pas du tout politique, parce que je suis assez détaché de ça, pardon. Mais par contre, je vais faire attention ça va faire l'objet. On est déjà dans le vif du sujet. Je vais faire très attention à ma manière de recevoir les choses, ma réponse aux choses, la conscience à la fois de moi-même et des choses et l'interaction entre les deux. Pourquoi ? Parce que peu de gens le savent, mais je peux le raconter parce que je commence à le dire maintenant de plus en plus, maintenant que mes parents sont partis sur l'autre grand voyage, voilà. Et ma mère était particulièrement sensible, on pourrait dire, elle était clairvoyante un peu. Clairvoyante, médium, voilà. Mais elle n'était pas, elle n'avait pas pignon sur rue du tout. Et surtout, ma maman avait vécu quelque chose dans son enfance à 18 ans. Elle avait eu un énorme accident de cheval qui l'avait laissé, au départ, paralysée / morte, quoi. Ouais. Et en fait, on en a souvent discuté, elle a vraiment vécu ce que les gens appellent une NDE, Near Death Experience, c'est-à-dire une mort imminente. Elle l'a vécu et elle m'a raconté, donc on peut y aller puisqu'on a le temps, mais ça intéresse peut-être les gens, ça c'est intéressant. Et en fait, elle me racontait qu'elle a vraiment tout ce qu'on voit on connaît dans les bouquins, pour ceux qui connaissent ce genre de sujet. Je sors du corps, je vois ce qui se passe. Et alors, c'était intéressant parce que quand elle était à l'hôpital, elle disait, je suis sortie de mon corps et j'ai pu vérifier que les gens qui étaient dans d'autres bâtiments où j'avais repéré, tu vois, elle était vraiment au-dessus de son corps, quoi, et qu'elle avait repéré qu'ils avaient telle montre, etc. Elle est allée vérifier, c'était effectivement le cas, elle ne les avait pas rencontrés. Et surtout, pour finir ça, on en parlera peut-être après, mais en fait, elle m'expliquait, j'ai été aspiré par une sorte de tube de lumière, voilà. On connaît tous les récits des gens, il y en a qui disent que c'est psychologique, d'autres qui reviennent avec toujours des bonnes informations, et surtout, la grande information, c'était qu'elle a vécu quelque chose, une sorte de dialogue avec la lumière, entre guillemets. Et je fais pas le mystique, moi je suis pas du tout religieux, mais je suis plutôt mystique. Et dans ce dialogue, on lui a montré toutes les possibilités qu'elle avait si elle revenait. Mais elle avait la possibilité de rester. Okay. Elle voulait rester parce qu'elle avait eu très 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 mal. Et puis à un moment donné, une sorte de, comme elle disait, une sorte d'appel intérieur, son âme certainement, qui parce qu'il y a qu'elle qui pouvait décider, a dit non, je retourne. Et dans toutes les possibilités, parce qu'elle voyait le nombre d'enfants qu'elle pouvait avoir, il y a 1, 2, 3 ou 4, etc. C'était pas, si elle n'avait pas pu avoir d'enfants, on lui aurait montré aussi l'impossibilité. En tout cas, on lui montre, c'est un chemin quantique quelque part, on montre les possibilités. Et elle me disait, à partir du moment où j'ai dit, bon, en fait, je vais revenir, elle est rentrée dans son corps. Et là, c'était pas la même chose. Parce que quand je suis rentré, tout d'un coup, je voyais que j'étais dans une camisole, parce qu'elle revenait avec, une différence entre l'enveloppe corporelle. Tout à fait, bien sûr. On en parlera après. Après, c'est pour ceux qui connaissent, mais ça, c'est assez simple. Tout le monde sait ça, pratiquement. Et donc, elle nous a toujours éduqués avec des choses très importantes à ne pas avoir peur de la mort. Parce qu'elle n'en avait plus peur, plus du tout. Ouais. C'est-à-dire qu'elle disait, non, en fait, je veux dire, c'est une survie. C'était vraiment survie. Et donc, ça veut dire qu'elle nous a en plus légué une sensibilité exacerbée peut-être par l'habitude de ce qu'elle parlait, ou même avec mon père qui était médecin de campagne, et lui qui était dans l'autre côté, dans le terrestre, je soigne les corps, tu vois. Ouais. Et en fait, cette éducation a fait qu'on s'est un petit peu plus ouvert, mais comme tout le monde peut le faire, mais à être très sensible aux énergies des gens, des choses. Moi, très souvent, ce qui m'arrive très, très souvent, quand j'ai quelqu'un au téléphone, je sais parfaitement comment il est.
Alors, oui, quand je dis je sais parfaitement comment, on va pas faire de démonstration. Non, mais je sais parfaitement comment il est. C'est-à-dire, je respire ses doutes, je respire je sens. Et souvent, les gens, ça les énerve un peu parce que je prends le téléphone et me disent, je dis, qu'est-ce que ça va pas en ce moment ou quoi, toi? Mais bon, c'est très bien parce que ça permet d'ouvrir des portes. Ouais. Je suis très sensible à ça. Ok. Parce que là, du coup, ma question, quand je t'ai dit, est-ce que tu ressens quelque chose? C'est parce que le Grand Hôtel de Cabourg, le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui, a accueilli, dans les années précédentes, quelqu'un que tu admires, un certain Louis de Funès. Non. Et si... Et oui, c'est pour ça qu'on a choisi le Grand Hôtel. Qu'on est ici, Patch. Alors ça, les gars, merde, putain, ça me fait quelque chose. Ah bah, ça nous fait quelque chose de qu'on est là. Ouais, je t'ai fait, toi. Bravo. Ah putain, ça c'est génial. Waouh. Mais oui. Alors, faut quand même expliquer aux gens pourquoi. Ah bah oui, explique-nous quelle est cette. Dis-nous. Cette divinité. Non, mais d'abord, c'est marrant. Il n'y a pas que moi qui est avec De Funès qui a ce rapport. Si vous avez connu, tu vois, Alexandre Astier par exemple, de Kaamelott, il est. Alors, on n'en a jamais discuté parce que je l'ai pas rencontré, mais il est exactement pareil que moi. C'est-à-dire que le sujet de Funès, alors c'est pas un sujet intouchable, mais c'est un sujet qui va enclencher des centaines de choses. Vraiment. En tant que comédien, en tant qu'être humain, en tant que musicien. Et pourquoi De Funès? Alors, attends, c'est génial, la surprise que vous faites. Quand je vais dire ça à ma femme, elle va dire « Waouh !» Pourquoi ça? Faudra le mettre en extrait. Hein. Le moment où je fais « Waouh !» Ça, on le garde. Ouais, c'est super. Pourquoi De Funès? Parce que d'abord, alors même ma fille qui a 27 ans, elle les connaît tous. Parce que quand tu prends Louis de Funès, il y a plusieurs choses. Et je dis souvent quand je fais des masterclass, quand je fais des trucs, je te dis, et je parle beaucoup, on en parlera peut-être, mais du travail du comédien qui est un travail d'oreille. Moi, je ne viens pas d'un sérail de théâtre, de cinéma, j'ai pas fait la Comédie Française, j'ai pas fait le Cours Florent, j'ai rien fait de tout ça. Par contre, je suis un musicien professionnel. Je le suis encore. Je suis un batteur. Donc, j'ai appris à jouer de la batterie. Voilà, toi aussi, Théo? Ouais, j'ai appris à jouer de la batterie à la fois et en même temps, comme j'étais l'aîné de ma fratrie. Donc, quand on a commencé à monter des groupes très tôt, parce que mon oncle était un des batteurs d'Henri Salvador, qui est un chanteur, il m'a offert la batterie quand c'était mon parrain, il m'a offert la batterie quand je devais avoir 9 ans. Ah oui. Et donc, j'ai travaillé la batterie, puis quand on a eu 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, avec les frangins, on était 6, mais les 3 premiers, on a fait des groupes avec les cousins et tout, mais il fallait un chanteur, donc c'est moi qu'on a désigné, c'est toujours l'aîné qu'on désigne, et je me suis aperçu que je pouvais bien chanter. Ouais. Mais surtout, j'ai appris à jouer de la batterie, un peu comme Phil Collins ou le batteur de Eagles. En chantant, en même temps. Donc en fait, le fait d'avoir appris en même temps le sens mélodique vertical et le sens rythmique horizontal a développé des sens qui sont... Ça s'arrête, c'est ça? Non, je regardais, pardon. Non, tu peux. T'as le droit, va-t'en. Non, je déconne. et donc, à développer un sens particulier, et c'est surtout le sens qu'on demande aux comédiens. Parce qu'un comédien, on lui demande de gérer la vitesse de son exécution au niveau de la parole et le choix des notes qu'il va prendre pour jouer. Et souvent, je dis, mais quand vous voyez jouer Dieu, les gens me font, oui, Dieu, non, pardon. Quand vous voyez jouer Louis de Funès, quand vous voyez du Louis de Funès, c'est la perfection rythmique et la perfection mélodique. Ouais, c'est-à-dire, alors, je parle, attention, de la période où il commence à travailler sur des gros films, parce qu'avant il faisait des petits rôles, mais à partir du moment où il a commencé à avoir deuxième rôle, et surtout tous les premiers rôles, jusqu'à ce qu'il ait son accident cardiaque, où là il avait perdu, et même lui le sentait, un peu de rythme, mais tout ce qui est Folie des grandeurs, Fantomas, il est en rupture totale, Pouic Pouic, qui est fabuleux, c'est un truc complètement boulevard, mais moi je trouve que c'est une masterclass. Pouic Pouic, vous allez voir, et surtout vous regardez comment joue De Funès, et surtout comment il joue De Funès quand il ne dit rien. Comment il regarde les gens. Ils ont dû faire 100 prises, mais c'est toujours là. Tu as l'impression qu'il entend le mec pour la première fois. Ouais, c'est vrai. Donc, la maîtrise de Louis de Funès, c'est extraordinaire. Et comment vous expliquer que ce gars-là est adulé par Astier, par moi, par des centaines de milliers, de millions de gens. Des centaines de millions. Comment vous expliquer que ce gars-là, il n'a jamais
jamais fait un rôle de mec sympa. Ah ouais. Ah, j'avoue. Ouais. Rien. Il y en a aucun où il est sympa. Jamais. Il est acariâtre, il est énervé, il est bougon, il est raciste dans la zizanie aussi. Dans la zizanie, pareil. Carrément, ouais. Il n'a jamais été sympa. Et quand t'aimes De Funès, tu t'aperçois qu'il y a un plan. Allez le voir. Sur un film qui est pas terrible, mais il y a un plan où il est déchirant de beauté, avec ses yeux bleus là. C'est dans La Soupe aux choux. Ok. Un des derniers films qu'il a fait avec Vidret, qui est vraiment un petit peu daube. Mais il y a un plan où sa femme s'en va, parce qu'elle a la jeunesse, et il lui demande de revenir, etc. Wow. Et là, tu te dis, putain. Je te souhaite tous les bonheurs, ma Francine. Moi aussi, mon Claude. Là, il a jamais été comme ça. Ouais. Et là, tu fais... tu prends une claque. High level. Donc, ça veut dire que ce gars-là, sur des personnages... Parce que quand tu joues les méchants, moi, j'en joue plein de méchants. Alors, c'est classique que les gens gentils jouent des méchants. Hein. Mais moi, je joue plein de méchants, souvent, à les noobs, dans plein de trucs. Le côté un peu... tu vois, profiter. Profiter. Mais à un moment donné, tu l'aimes pas franchement le méchant. C'est vraiment l'antagoniste. Mais là, à chaque fois, il est retors quand il est avec Bourvil dans le grand restaurant, dans le Cornio. Ouais. Regardez la première, les 3 quarts d'heure du grand restaurant, le début. Mais c'est la masterclass. Et Pouic Pouic, mais c'est fou. Non mais c'est Pouic Pouic, c'est fou. Ou d'autres, des trucs à sketch. Mais tout est parfait. La folie des grandeurs, c'est la grande vadrouille. Quand il commande... Bon, tout le monde le sait, quand il commande l'orchestre. Oui, bah oui. Mais je veux dire, ce qu'il fait... Mais c'est du dingue. corporel, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il part de là. C'est vachement bien. Qui peut faire ça? Alors, il y en a qu'on n'aime pas, mais qui ont cette qualité-là. Je sais que Christian Clavier a dit beaucoup de conneries ces derniers temps sur c'est vrai qu'il avait un temps comme ça, sur la jacouille et tout ça. Mais même, il est fort comme ça. Il est fort comme ça. Peut-être pas, mais il est super fort comme ça. Il est juste. Les visiteurs, c'est un bon... Il est juste, et rythmiquement, il est très fort. Il y en a qui sont... Bakri était très fort, c'est d'autres choses. Mais bon, les grands acteurs, eh bien, se fondent sur le rythme, sur la qualité, le choix de la voix, etc. Alors voilà, et donc c'est pour ça que pour moi De Funès, alors moi j'ai mes dieux, quoi. Donc il y a Louis de Funès, il y a Bob Marley, il y a nous maintenant, il y a vous bien sûr, il y a Michael Jordan, il y a Victor Wembanyama, vous connaissez pas le basket, mais bon voilà. Si, Victor, j'en ai quelques-uns comme ça. Bon, Barack Obama, enfin que des blacks, hein, vous avez remarqué. D'un côté, ma fille est métisse et sa maman est martinico-hindou, donc voilà. La bise. J'en profite. Je vais aller faire un check-up caméra parce que je vois que ça s'assombrit avec le soleil. Mais c'est trop bien. Ça marche. Mais tu gardes, ça tu vas couper après. Ouais, ça fera des cuts un peu. Ça va ça Ah bah oui, très bien, oui. C'est sympa les gars. Oh putain, le coup de Funès, vous m'avez tué là. C'est génial. Non mais être ici, là, l'accueil et le coup de Funès, tu me tues. Patch, tu viens du Sud-Ouest, tu viens de Mimizan. Ouais. Et après, tu as fait des études de philosophie. C'était bien les études de philosophie? Alors, je réponds à tes 2 questions, Bastien. D'abord, je suis né dans le Sud-Ouest, à Mimizan-Plage. Alors, faut savoir que Mimizan-Plage, pour les gens qui connaissent, c'est entre Bordeaux et Biarritz. C'est vraiment la côte des surfeurs. C'est la côte dangereuse,
très dangereuse. Ah oui. C'est la côte dangereuse, oui. Oui, c'est vraiment... nous, quand on était petits, parce qu'il y a les courants, il y a des courants qu'il faut faire très attention. À l'époque, quand on était petits, il y avait beaucoup de morts, vraiment. Ah oui. Ah oui, il y avait... honnêtement, sur toute la côte, il y avait un mort par jour pendant l'été, parce que les Allemands, les Anglais, les Hollandais qui venaient, ils n'avaient pas l'habitude. Pas la connaissance. Et ensuite, les autorités ont décidé, parce que tu pouvais te baigner sur tout le front. Alors, les CRS regardaient avec des jumelles, mais tu pouvais te baigner sur tout le front. Maintenant, c'était pas surfeur, etc. C'est complètement restreint. C'est vraiment très, très, très restreint. C'est-à-dire, vraiment, tu as 150 mètres et ils sont au-dessus. Et si tu sors des 150 mètres, je peux te dire que tu t'entends... tu te fais tirer les oreilles. Tu te fais vraiment tirer les oreilles. Et malgré ça, j'imagine qu'il y a encore des accidents aujourd'hui. Non, il y en a vraiment, il y en a très, 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 très peu. Ouais, donc déjà, c'est bien. Et donc, pourquoi ? Alors, donc, oui, je suis né là-bas. Et donc, ça va développer quelque chose parce que, évidemment, le rapport à l'océan, le rapport au surf aussi, parce que moi, je suis un surfeur, mais ça veut dire aussi que le rapport à l'océan, le rapport aux grosses vagues, parce que c'est pas la Méditerranée, mais la Méditerranée, c'est très beau, c'est etc. la Manche. Et donc, ça veut dire qu'il y a un rapport de rapport au courage et du rapport aussi. Après, on pourra aller, c'est peut-être pas le moment, mais peut-être que vous me reposez la question, comment j'utilise la philosophie du surf appliquée à la vie en règle générale. Ta question, Bastien, c'était quoi la deuxième question ? C'était sur tes études de philosophie. Ah oui, voilà. Et donc, en fait, là, c'était le cœur de la famille qui était là-bas. Et ensuite, comme ma mère, elle était du côté frontière suisse, enfin, entre Besançon et Pontarlier, frontière suisse. Et donc, en fait, mon père a pris un poste de médecin de campagne, qui à l'époque, c'était un poste très important pour les gens des villages. Et donc, on a habité pendant 25 ans au moins 25 ans, 25-30 ans, mais on était toujours, on faisait des allers-retours avec mes frangins. Il y en a qui eux se considèrent comme jurassiens, et moi je me considère comme landais, donc basque. Et landais ou basque ? Landais, un petit peu. Parce que visiblement, il y a une petite. Non, ça se fight pas. C'est au même titre que les Normands et les Bretons. C'est un amour. Un amour vache. Moi, ce genre de truc, je fais pas trop attention à ça. Mais en tout cas, voilà, on s'est retrouvés dans ce petit village de 300 habitants, donc réveillé avec les vaches le matin. Vraiment, village de 300 habitants. Et mon père faisait sa tournée de médecin de campagne avec les villages environnants. Donc, c'était une personne importante pour la communauté. Oui. Et donc après, pour répondre à ta question, donc je suis parti, j'ai fait mes études à Dole dans le Jura, et ensuite je suis parti à Besançon en études de philosophie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment une buse en maths. Alors, ce qui est assez marrant, parce que je m'intéressais mais pas du tout, mais le calcul mental, tout ça. C'est quand même assez marrant que maintenant, tu peux pas m'entuber sur un contrat. Non, mais c'est assez marrant parce que... Et puis, j'adore la physique quantique, par exemple, tu vois. Donc, voilà. Mais j'y connais pas grand-chose. En physique quantique, mais pas en calcul. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire licence de philosophie, puis au bout de 2 ans, j'en avais marre parce que j'étais vraiment... En plus, comme j'étais vraiment... j'écrivais bien, j'avais été au concours général, enfin, j'avais fait plein de trucs, on m'avait... Alors, pour finir sur la mathématique, on m'a mis dans une section qui était une section expérimentale à l'époque, qu'ils ont désexpérimenté très très vite, mais pendant 3 ans, moi je me suis retrouvé dans un truc où je faisais carrément pas de maths, mais après ils se sont aperçus que c'était pas une bonne idée, mais en tout cas où j'ai fait carrément que du français, l'histoire, géographie, etc. Et en fait j'étais déjà bon à ça, et je suis devenu vraiment, allez, on va se la jouer un peu, j'étais vraiment excellent dans mon rapport à la littérature, voilà, etc. Donc en fait je suis parti en philosophie, et en fait j'ai commencé à, voilà, je connaissais un peu les auteurs, j'ai toujours aimé un petit peu ça, mais au bout de 2 ans je me suis dit, oula, il y avait un truc, et on en revient au grain de sable. Le grain de sable, c'était la batterie. Le grain de sable, c'était mon oncle qui m'avait... et je continuais, j'avais des groupes, je commençais à jouer. À Besançon aussi, pendant cette période-là, tu avais des groupes... À Mulhouse, j'ai commencé à jouer avec des groupes qui sont devenus Cookie Dingler. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. C'est une femme libérée, tu sais. Raft, il n'y a qu'à danser, qu'à danser. Okay. Voilà. Il n'y a qu'à danser. C'était les groupes de l'époque. Et en fait, à un moment donné, j'allais sur la route de l'agrégation, début, tu vois, et je fais une petite réunion avec mes parents qui étaient quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, extraordinaires. Merci papa, maman.
Et donc, je leur ai dit, écoutez, là, je suis un peu fatigué, ça. Je sens que je deviens vraiment un rat de bibliothèque, que je vois pas où ça va. Tu vois, je vois pas où ça va. Alors, je demande la permission. Je dis, parce qu'on habitait dans ce petit village, puis à côté, il y avait ma grand-mère qui, à l'époque, a décédé relativement rapidement, mais mon père avait acheté un chalet à 2 km de l'endroit où on était. Et je dis, est-ce que je peux prendre une année sabbatique pour la musique pour à la fois, je voudrais écrire un bouquin. Okay, je voudrais écrire un bouquin, parce que j'étais quand même un écrivain, quelque part, je le suis toujours. Et donc, je sais que j'écris un bouquin quand même. Bah oui. Mais bien sûr. En vente dans toutes les bonnes librairies. C'est ça. Le lien est en description. Mais bien sûr, on mettra. Tu sais, le mec qui fait ses sponsors au plein milieu. Ah, excusez-moi, c'est l'heure des sponsors. Mars, M&M's, les mini-quiches de Bonin et les préservatifs Starfly te présentent Jasbar. Incroyable. Je vous en ferai tout à l'heure pour vous. On a fait des jingles, mais si, bien sûr. Non, mais du coup, pour le livre, c'est vrai qu'on peut faire l'encart vite fait de promotion. Le livre s'appelle, on est d'accord, L'oiseau qui chantait l'infini et l'arbre qui parlait d'éternité. Tout à fait. Et donc, du coup, il est, comme tu l'as dit, disponible. N'hésitez pas à aller l'acheter. Et en plus, il y a une préface de Fabien Olicard, mon frère Fabien, avec qui on est vraiment frangins. Je pense que je vais l'acheter. C'est Noël en plus. C'est Noël. C'est Noël. Et puis franchement, 600 000 euros le bouquin, c'est que dalle. Vous pouvez payer en une fois. Oui. Mais il existe un monde parallèle du coup où tu aurais pu devenir prof, quoi, ou un truc comme ça. Tout à fait. T'as pas choisi ce. Et donc je demande une année sabbatique. Mais l'année sabbatique. Je dis pas mon âge, mais si je peux dire, j'ai quand même, les gars. 25 ? Moi, j'aurais dit 27. Non, je vais avoir 67 quand même. Ouais. On est d'accord. Voilà. Et donc, c'est nos champignons. Oui, c'est ça. C'est pas les champignons hallucinogènes, attention. Non, c'est le cordyceps. Voilà, le corps dit seps. Pardon. Ouais, trop facile. Mais fais de la pub, en fait. Oui, je devrais. Cordyceps, vous l'utilisez et vous mourrez. Jasbar. Donc je termine là-dessus. Ce qui est incroyable, c'est que mes parents font une petite réunion, mais qui est relativement vite fait, et ma mère, c'est un petit peu elle qui elle me dit ouais d'accord. Et donc j'avais 20 ans, quoi, 20 ans, 21, etc. Et donc cette année sabbatique dure jusqu'à maintenant. Là, je l'ai pas encore terminée. D'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était incroyable parce que on a parlé dans la voiture. Je suis quelqu'un qui dort peu et j'ai pas besoin de beaucoup dormir. J'ai beaucoup d'énergie. On en parlera aussi parce que c'est intéressant. Et donc, en fait, mon père, qui était un médecin de campagne, tout le monde se levait à 5h du matin à la maison. Mais en tout cas, moi, je partais mon père me déposait dans le chalet et ma journée se passait comme ça. Toute la matinée, je travaillais sur mon bouquin. Et alors, c'est pas celui que j'ai sorti, on va pas tout raconter, mais celui-là n'est pas sorti, et heureusement, parce que sinon je serais vraiment devenu un écrivain et je me ferais chier pareil que ce que je voulais pas faire. Voilà. Et en fait, la matinée était consacrée à l'écriture, et l'après-midi, mon père venait me rechercher, je mangeais avec eux, et l'après-midi, c'était à la maison, dans un endroit, je travaillais la batterie. Donc en fait j'ai fait ça pendant un an. Bien sûr, tout. Et donc voilà. Et au bout d'un moment j'ai plus voulu me remettre dans le circuit. Pourquoi ? Parce que d'abord donc ça a duré 2 ans et demi. Donc 2 ans et demi où j'ai bien bossé et j'ai écrit le bouquin. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé les manuscrits du bouquin qui faisait quand même 500 pages. Ton premier 500 pages. Ouais, le premier c'est 2 ans, tu vois, j'avais le temps de le faire, quoi. Et ça s'appelait Les dieux ambigus ou le dit du maître de voyage. Ok. Pardon, monsieur. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que les thèmes que j'ai développés déjà à 20 ans, c'est exactement la même chose que ce que je fais maintenant. Sur les réseaux, du coup. Oui, ou soit sur les réseaux, c'est le même type d'écriture, enfin, plus affiné, évidemment. Bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé le manuscrit. Ma mère aussi a envoyé le manuscrit. Quand même. Ce qui va avoir ça va avoir une incidence. Ouais. J'ai envoyé le manuscrit et première réponse, les éditions du Seuil à Paris. Je n'étais jamais monté à Paris. Les éditions du Seuil, qui est une grosse maison d'édition. Ouais. C'est un gros. Je suis un culte. Je suis désolé. Tout le monde le sait que t'es un culte. Il y a les éditions du Seuil.
Il y a les éditions du Seuil, il y a Gallimard, il y a Ok, voilà, Lafon, enfin il y en a plein. C'est une grosse maison d'édition. Et en fait, on me dit, on est intéressé par votre profil, on sait que vous êtes super jeune. Est-ce que vous pouvez venir nous rencontrer? Donc je viens à Paris pour la première fois, tout seul. Ça va, j'ai pas trop peur. Je sens l'énergie de Paris que j'aime. Moi, j'aime Paris. Ouais. T'es un citadin. Ouais, j'aime Paris. Ok. Non, je suis pas un citadin. Je suis vraiment les deux en même temps. Hein. J'aime Paris, mais j'aime ma campagne aussi. C'est quoi un c'est moyen ça, de parce que- trouver un ouais. truc, quoi. Un citagnard. Un citagnard. Un citagnard, c'est bien bien sûr, Un mais bien citagnard sûr. de la mer. Bah bien sûr. Oui. Un citagnard de la mer. Ouais. Ou Un plagiste. je sais pas. Je sais pas, un provin, je sais pas quoi. On va bûcher, on va Ouais, bûcher on va bûcher, là-dessus, ouais. Là, ils vont se dire, là, ils ont décroché, là. Et pour terminer, donc, je viens, j'ai rendez-vous donc avec quelqu'un qui est décédé maintenant, mais qui était un grand directeur de collection qui s'appelait Jean-Marc Roberts, qui a écrit beaucoup de livres. Je crois qu'il a eu un prix Renaudot, quelque chose comme ça. Et le moment où j'entre dans la pièce, c'est pas exactement comme quand je suis entré ici, tu vois. C'est vrai. Ouais. J'entre dans la pièce, c'était une grande table ovale, et je voyais que c'était Jean-Marc Roberts, même s'il n'y avait pas Internet à l'époque, je l'avais vu à la télévision, qui m'attendait, et il y avait quatre personnes autour de la table, moyenne d'âge 700 ans. Ouais. Tu vois, à peu Ah près, oui. tu vois, pas cumulé, hein, chacun. Et donc, ils sont sympas. Mais ils m'expliquent, on est super contents, c'est vachement bien, on voudrait vous... Et ils me proposent, mais un contrat, en discutant, il dit, un type de contrat. Il dit, voilà ce qu'on voudrait que vous fassiez, c'est que sur les 4 prochaines années, vous écriviez, si c'est possible, 2 livres, plus 2 livres et demi, ils disent. Parce qu'en fait, à l'époque, les grandes maisons d'édition, ils sortaient des nouvelles. Oui. Donc, chacun faisait des petits trucs, voilà. Mais moi, ça fait 2 ans que j'ai bûché comme ça. Ouais. Mais moi, c'est bon, c'est fini, Ouais. quelque part. Et moi, je suis en train de faire de la musique. Moi, je suis dans le funk, dans la soul. Et moi, je vois ces gens-là, je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Ouais, t'es déjà passé à autre chose. Non, mais c'est même pas ce que je passé à autre chose. C'est que ce qu'ils me demandent, c'est comme s'ils me... C'est très sympa ce qu'ils me demandent, mais ils me demandent de me réenfermer, quoi. Ouais. Et moi, je me vois, je te jure, je me vois dire, mais attendez, vous voulez dire que je peux pas faire de la musique? Et puis, j'ai sorti un truc qui les a pas un peu choqués, mais j'ai fait, les gonzesses, tu vois? Ouais. Et ils comprenaient pas ce que je Ouais. racontais. Donc voilà, je les quitte et puis quelques temps après, je réponds non. Je dis, tu vois, je suis droit dans mes bottes là-dessus. Je dis non, je réponds non. Mais je m'attendais quand même à ce que Gallimard ou les choses me proposent quelque chose. Ils n'ont pas proposé. C'est très difficile. Hein. Ils ont basé. J'ai pas eu spécialement de réponse. C'était la seule réponse que j'ai eue. Mais j'avais déjà fait un premier choix et le deuxième choix, c'est que ma mère avait envoyé mon manuscrit. Elle était tombée sur ça vous le savez pas, elle était tombée sur un article dans le journal, comme quoi l'école de mousse de Lorient cherchait un écrivain pour décrire une saison de pêche. Une saison de pêche sur un bateau, usine. D'accord. Elle l'avait envoyé, et un jour, coup de fil à la maison, bonjour, c'est la capitainerie de Lorient. Et ma mère me dit, c'est pour toi, c'est pour toi. Mais elle m'explique même pas. Ouais. Et elle dit, oui, on a votre manuscrit. Je dis, Mais qui maman fait comme ça. Je dis, et donc, il me dit, ouais, votre profil nous intéresse, etc. Et je dis, bon, il dit, ben voilà, il y a un bateau qui s'appelle la Pérouse, là, qui va partir dans 2 mois et demi pour 4 mois et demi en mer, quoi. Et moi, je dis oui. Je dis voilà. Et en fait, ce fait d'être parti en tant que marin, j'ai été malade quand même. Ah oui, du coup, t'as été vraiment... j'ai été sur un bateau usine. Pendant 4 mois. Pendant 4 mois, donc 2 mois sur un lieu, ensuite détour par le Groenland. Mais c'est dingue, des dépôts de, parce que c'est au large de l'Écosse, dépôts des poissons qui étaient chopés, et retour pendant 2 mois. J'en ai vraiment chié. Mais quelque part, alors j'ai pas beaucoup aimé l'expérience, faut avouer, ils étaient plutôt sympas, mais c'est vraiment des marins, ils parlent pas. Et puis au bout d'un moment, tu sais, j'étais censé quand même
Travailler, raconter l'histoire. Ouais. Et au bout de 2 semaines, j'avais tout fait le tour. Oui, donc j'avais tout raconté. Compris, ouais. Donc là, je me suis mis à travailler avec eux. Donc j'ai appris à ravauder les filets, à récupérer. Marin, Mais ouais, pas le marin. Non mais je suis devenu en plus j'ai un peu la tronche, tu vois. Et j'ai vraiment et quelque part cette expérience-là qui était à la fois dure parce qu'à la fin, la dernière semaine, je n'en pouvais plus. Le métier compliqué. Hein. Non. J'en pouvais plus. C'est-à-dire que j'ai même pris des coups de soleil de dingue. J'étais sur le haut du bateau. Et alors, c'est marrant parce que 2 anecdotes. D'abord, j'ai vécu vraiment une tempête. J'ai cru qu'on allait mourir. Ouais. Et même tout le monde a cru. Avec des grands non, mais là, tu sais quoi, il laisse le bateau aller. Il ne le contrôle pas. Ouais. Il le laisse parce qu'autrement, s'ils essaient de contrôler, il y a un trop grand risque. Donc déjà, et la deuxième chose, c'est que j'ai compris et vraiment c'est incroyable. Ça faisait 1 semaine que je voulais arrêter. J'étais au-dessus de la cabine du capitaine, et je me rappelle, je scrutais l'horizon. Je vous jure, je passais ma vie. Le moment incroyable où j'ai vu les côtes de l'Écosse, mais tout petit comme ça, tu vois le truc. Plus ça s'approchait, je pleurais. J'ai pleuré pendant des heures. Ouais, okay. Je pleurais, j'en pouvais plus. Quoi. Mais ça m'a montré qu'il y avait des difficultés, mais qu'il y avait une vie. Esprit surfeur. Tu vois, oui, une vie un petit peu. Esprit surfeur, c'est pas exactement la même chose, mais il y avait un truc qui était intéressant. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que je suis descendu, je suis retourné 2 semaines chez mes parents et il y a eu un coup de fil des éditions du Seuil, toujours de Jean-Marc Roberts, qui lui m'a demandé, il m'a dit, on aime bien ton style, etc. On aurait un petit truc, à faire, faudrait écrire des choses sur le désert. Est-ce que tu veux partir 2 mois dans le désert? Ah ouais. Et je suis parti 2 mois dans les déserts, les 3 plus gros déserts du début de l'Afrique. Ah ouais, donc j'ai fait le désert du Sahara, les 3 déserts du Sahara, Maroc, Algérie, Tunisie. Voilà, ça sera tout un autre podcast pour raconter les aventures. C'est dingue. En fait, quand tu dis que tu pars pour 4 mois en mer et que c'est la capitainerie de l'Orient qui t'appelle, la probabilité. Déjà, la probabilité est dingue. Et puis surtout, qu'est-ce que tu te dis, toi, dans ta tête pour accepter cette proposition? Parce que tu aurais très bien pu te dire, mais pourquoi la capitainerie de l'Orient? Je laisse de côté. Pourquoi tu pars dans cette aventure-là? J'en reviens, et c'est là où j'en reviens au côté mystique de ma mère, / partage. C'est comme si ma mère me dit la vie, c'est une expérience, mon gars, c'est le chemin que tu vas prendre. Donc, et on est tous comme ça. Hein. Nous, on est 6 dans la famille. Les 6, déjà les 4 premiers, on fait des trucs. Tu vois, moi, je fais ce que je fais. Mon frère, c'est un des plus grands monteurs de France. C'est lui qui a fait toute la série HPI, le bazar de la charité, des gros trucs. Ma sœur, ça a été la directrice artistique de Sciences et Vie. Junior, c'est vrai. Ouais. C'est fou. Je suis un abonné. Mon frère l'était, effectivement. Mon frère, un de mes frères, il est inventeur. Inventeur. La famille, d'accord. Donc voilà, dans cette décision-là, il y avait la décision de dire ok, le danger, mais à un moment donné, tu sais jamais. Et c'est souvent. Alors là, j'en viens à la philosophie du surf. Si tu veux les vérifier, peut-être. Non, c'est moi. Je jette des fois des coups d'œil. Je jette. Ah là va être le con. Il m'a envoyé un de ses coups d'œil. Ah merde, putain. Je sais pas. C'est chiant. Oui, je reviens à la philosophie du surf parce qu'elle est super importante. Parce que quand tu as vécu là-dedans et que tu la comprends, la philosophie du surf, qui est pas parfaite. Les surfeurs, il y a beaucoup de gros blaireaux, hein. Vraiment. Comme partout, j'imagine. Non, mais bien, comme partout. Non, mais je veux dire, on s'imagine que c'est, tu vois, on est dans les vannes, etc. Non. D'abord, il y a un peu la guerre sur l'eau maintenant parce que tout le monde. Tranquille. Il y a un peu la guerre sur l'eau maintenant. Il y a tellement de monde que. Oui, non, mais il y a beaucoup de. Mais je reviens à la philosophie du surf parce que c'est quelque chose qui est très utile. Quand tu prends la métaphore du surf, elle est très intéressante parce que ça rejoint la métaphore de la vie. D'abord, soit tu es sur la plage, soit tu décides de faire du surf. Tout à fait le droit de regarder, mais à partir du moment où tu te dis je veux le faire, donc tu veux actionner quelque chose chez toi, la première chose qui se passe dans le surf, d'abord tu portes un objet, et la première chose c'est que tu dois aller à l'encontre des vagues. Tu rames. Donc voilà, donc quelque part le premier mouvement tu vas à l'encontre. Tu dois passer, donc tu dois physiquement être fort pour aller à l'encontre du mouvement naturel, mais c'est
pour faire quelque chose. C'est ça, ouais. Donc quelque part, c'est la métaphore là-dedans, c'est que même s'il y a des vagues qui arrivent et qui sont perpétuelles, il faut pouvoir, tu t'apprends à passer en dessous, tu apprends à y aller de ta propre force, parce qu'il n'y a personne qui le fait. Ouais, Déjà, c'est un truc, ça. c'est que personne ne le fait. Et quand tu arrives sur le lieu, quand la barre, elle est passée, tu vois, donc tu vas attendre. Et là, tu vas attendre. Et en continuant la métaphore, dans la vie, c'est comme si, sur cet océan de la vie, c'est comme si 92% des gens étaient là et disaient la vague qui arrive, est-ce que tu penses qu'elle est bien? Est-ce que franchement elle est assez forte pour moi? Oui, non, etc. Non, c'est toi qui choisis. Et c'est toi qui vas. Mais tu ne demandes pas aux autres. Ok. Déjà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être aidé par les autres. Mais dans le cas présent, la plupart des temps, les gens ne font rien parce qu'ils demandent tout le temps. C'est bien, tu crois que ça va être bien, etc. À partir du moment où tu fais le choix de la vague, il faut intégrer aussi que c'est perpétuel. La chance, elle revient tout le temps. Enfin, la chance, il n'y a pas de chance. Et puis t'es tout seul sur la planche voilà, aussi. t'es tout seul sur la planche. Non, mais ça, c'est un truc qui est acté. C'est un truc qui est acté. Ensuite, pour prendre le flow, tu dois mettre en marche une procédure où tu dois te fader ton corps pour le faire relever. Donc, tu t'es entraîné aussi pour ça. Donc, tu te relèves le corps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à glisser. Mais la plupart du temps, dans la métaphore, les gens, dans leur vie, ils veulent que tout aille bien. Mon couple va bien, mon argent va bien, mon travail va bien, mes enfants vont bien, l'avenir va bien, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Dans la métaphore du surf, c'est comme s'ils voulaient être une statue de sel sur la planche. Ouais. Alors que quand tu fais du surf, la métaphore, elle est là, tu es, écoutez bien cette phrase, vous la noterez, tu es dans l'harmonie du déséquilibre. Tu es dans l'harmonie du déséquilibre. C'est-à-dire que tu dois trouver de l'harmonie dans le perpétuel déséquilibre. Ouais. C'est ça la vie. Trouver de l'harmonie dans le perpétuel déséquilibre que tu peux remplacer par le mot changement. Donc, à ce moment-là, et voilà, tu prends ton truc. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es là pour t'amuser. À la base, ouais. Et quelque part, oui, tu vas... Comme dans la vie, à un moment donné, à la fin de la vague, tu tombes. Il n'y a personne qui ne tombe pas, ou tu le fais exprès, ou tu te laisses tomber. Et puis, à 99,99%, il n'y a pas d'accident. Ouais. Et ta planche, elle tient toujours avec ton leash, et tu peux aller recommencer. Ouais. Okay. Tu vois cette métaphore? Oui, c'est-à-dire que t'es tout seul, tu vas à l'encontre du tube, t'es là, c'est toi qui décides de la vague que tu prends. Il y aura toujours des vagues. Si c'est toi qui la prends, tu dois être dans l'harmonie du déséquilibre, c'est-à-dire que tu dois gérer les mouvements, les micro-mouvements, etc. Parce que l'océan de la vie n'est jamais fixe. Ouais, carrément, ouais. Non, mais tu sais c'est jamais plat, quoi. C'est jamais plat. Mais quand tu vois ce que les gens veulent vraiment dans leur vie, ils veulent une résolution des choses qui vont pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas. Faut que ça bouge pas. Ok, super. Alors que je peux juste l'appréhender, vivre avec. Tu peux l'appréhender. Ça dépend. Là, on en vient à la manière. On en vient au mouvement de la conscience. Comment, non pas je réagis aux choses, mais comment je réponds aux choses. C'est beau. C'est pas la même chose. C'est fou. Donc on en était là que je suis parti dans le désert et ça m'a appris aussi beaucoup de choses dans le désert. Et quand je suis revenu, j'ai décidé et grâce à Jean-Marc Roberts qui m'avait quand même fait, non pas découvrir Paris, mais en tout cas j'ai pas eu peur d'aller à Paris, j'ai décidé de partir en tant que musicien. Et là, la grande aventure a commencé. Et là, est-ce qu'on peut se permettre, pour nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas le nom Padge, de faire un rapide retour sur le passé? Parce que Padge, ce n'est pas... juste tout ce que vous avez entendu dans notre conversation. Padge, c'est une voix, un musicien. Non. C'est vrai. Peut-être que certains d'entre vous l'ont reconnu ou ont reconnu des rôles que tu as interprétés. Je ne sais pas quels sont les plus connus, mais en tout cas, il y en a certains qui résonnent peut-être plus chez certains aussi. En exemple qu'on peut prendre, il y a aussi l'aubergiste. De Hearthstone. Bienvenue à l'auberge, les gars. Oh, je suis avec Bastien et Théo. Approchez-vous près du foyer. Ces gars-là deviennent légendaires dorés. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu fais aussi plein d'autres voix. Tu as participé à l'enregistrement de certains doublages pour Rayman, les lapins crétins, tout ça. Alors, Alors, je redis à chaque fois, parce que je me fais engueuler à chaque fois, c'est
quand on a fait Rayman, alors moi je suis pas Rayman, hein. Non, Moi j'étais les petits êtres et Globox quand je remplaçais Jean-Claude Donat, ça c'est autre chose. Mais au moment où on a fait les premiers Rayman, il y a eu une cinématique avec des personnages qui sont passés, qu'il fallait trouver une voix parce qu'il n'y avait plus personne à Ubisoft. Je le fais vite parce que les gens ils connaissent l'anecdote. Et c'est vrai que ces deux personnages qui passaient avec des grandes dents, moi j'ai fait... Et quand j'ai fait ça, et 15 jours après, ils sont venus en disant... On va peut-être faire un truc avec ça. Et j'ai été enfermé en studio pendant 3-4 jours où, avec des dizaines de textes avec écrit des intentions, il fallait que j'invente les voix. Alors maintenant, ce n'est pas moi qui le fais dans la série. D'accord. Problème de contrat, problème dans de les trucs. jeux, quoi. Voilà, dans les jeux. D'accord. J'ai inventé la voix. J'étais avec l'auteur des dessins, évidemment. Et j'ai inventé la voix, mais ce n'est pas moi qui le fais dans les série, c'est Damien Laquet, il le fait avec un grand talent. Donc, si vous mettez machin, c'est pas la voix des lapins crétins, c'est la création de la voix des lapins crétins. Voilà, parce que je me fais engueuler à chaque fois. Non, mais c'est normal. Au moins, c'est clair et net pour tout le monde. T'as fait des voix aussi pour Adibou, pour Adi. Bah ça c'est un grand moment ça. Ah, je vous le raconte. On a le temps. Raconte-nous sur. Non mais je vous raconte parce que c'est fabuleux. Parce que ce truc, un jour je reçois un coup de fil. Alors déjà là, je suis déjà bien installé. Je suis déjà bien installé à l'époque au niveau de la pub. On racontera peut-être, mais les gens le connaissent parce qu'ils ont vu tellement d'interviews là-dessus. Comment j'ai commencé dans la pub. Parce que on va faire un challenge autour de ça, tu vois. D'accord. Ok. Voilà, j'étais assez connu dans la pub et en fait, à l'époque, les gens du doublage, c'était en analogique. Donc en fait, les équipes, elles bougeaient pas. Okay. Quand tu avais un micro qui était là, les équipes, elles étaient là. Ils faisaient puis ils allaient du point A au point Z la plupart du temps pour faire le film. Donc c'était comme c'est à toi, c'est à moi. Okay, ils restaient. Alors que maintenant, au niveau numérique et au niveau explosion de la qualité du son 5.1, 1000.1, il faut que tout le monde soit devant le même micro et on n'est plus jamais avec quelqu'un. On entend ce qui a été fait ou nous on fait pour les autres, mais tu fais ton rôle, mais t'es tout seul tout le temps. Maintenant. On n'est plus à 2 ou à 3 à faire comme ça. C'est fini ça. Et alors c'est marrant parce que tout le monde dit Adibou, mais avant Adibou, il y a Adi. Ouais, il y a Adi. Et comment ça se passe ? Donc je reçois un coup de fil un matin. Donc je bosse beaucoup. Et pourquoi je parlais des doubleurs, des comédiens de doublage ? Parce que, encore une fois, à l'époque, les comédiens de doublage qui avaient des voix extraordinaires étaient bloqués quelque part. Et quand commence le jeu vidéo, il y a très peu de monde qui cherche des gens parce que c'est en plus quand commence le jeu vidéo il faut voir les premiers jeux aussi. Il n'y a pas de voix, il n'y a rien. Donc et j'ai reçu un coup de fil d'un gars qui dit bonjour, je m'appelle Roland Osquian, je vais vous dire, en plus c'est pas avec des téléphones comme ça, c'est sur répondeur, tu prends ton fixe et tout, voilà. C'était les années 1500, on est d'accord. et donc le gars me dit écoutez, je vais être tout à fait honnête avec vous, vous êtes la 3e personne que j'appelle, les 2 premiers n'ont pas voulu venir me voir parce que je suis trop loin. Okay. Il était à Meudon, alors si vous connaissez Paris, Meudon c'est juste à côté. Mais moi j'avais la moto, etc. J'avais déjà des motos et tout. Et en fait donc je viens et j'arrive donc à Meudon, une petite pièce et tout, enfin un petit endroit. Et il y a 2 personnes, ils sont que 2. Et le mari et la femme, Roland Osquian et sa femme. Et donc il m'accueille, on se tutoie tout de suite et il me dit écoute, et il me montre un truc, il me dit tu sais ce que c'est ça ? Et Roland, bien sûr je sais ce que c'est un ordinateur. Il me dit tu sais ce qu'on fait avec ça ? Je dis prends-moi pour un con, tu vois. Bah oui, on fait de la comptabilité. Ouais. Je te jure, vraiment. Vraiment. Oui, bien sûr. Il dit, nous, on est en train de faire autre chose. Et il m'explique, mais moi, je suis pas du tout un technicien là-dessus. Et il m'explique que pour ses enfants, qui sont devenus les patrons de la boîte 35 ans après, il me dit, nous, pour nos enfants, on est en train de faire un programme, on sait pas trop comment appeler ça, des logiciels, je sais pas comment on appelait ça, je sais pas si ça s'appelait déjà comme ça. Il me dit, voilà, on veut apprendre l'histoire, la géographie, les mathématiques et le français à nos enfants, mais d'une façon ludique. On a fait un personnage auquel il faut trouver une voix. Et il me montre le personnage dessiné. Et c'est le dessinateur. Alors, vous le montrerez peut-être pendant le truc. Chauve avec des un peu Star Trek, des grandes oreilles pointues. Et il me dit vraiment un peu Star Trek, un peu Spock sans les cheveux, il me dit qu'est-ce que tu ferais comme voix là-dessus? Puis comme c'est un peu mon truc, je regarde, je fais, c'est pour les combien? Pour les 7, 10 ans, ok. Bonjour, c'est moi, Adi. Oh, oh, vraiment, je suis tellement content que tu sois là.
Waouh! Et ça va? Pas trop secoué? J'espère que tu as aimé ce petit voyage intersidéral. Et tu vas voir, la suite est encore plus sidérante. Allez, suis-moi, c'est parti! Ok. Et moi, je m'attends à ce que je revienne, parce que je devais faire des trucs, c'était qu'un rendez-vous. Il me dit, t'es libre quand? Que je revienne le lendemain, on fait un truc. Fini, tu vois, quoi. ça a duré 17 ans quand même. Parce que, évidemment, pour ceux qui savent, Adi a été incroyable. Et ensuite, donc Adi, alors je faisais toutes les voix, je faisais tout. Tout ce qu'il y avait, l'environnement, tout ce qu'il y avait, je les faisais toutes, les bruits, etc., tous les bruits. Et ensuite, donc, ils ont eu l'idée de Adibou, qui a été le carton atomique. Ouais. Donc là, pour le coup, quand il y a des voix de petits gamins, c'est pas nous qui le faisons, c'est trop, c'est toujours les filles qui le font. Ou maintenant, quelques gamins le font, mais c'est surtout comme Brigitte, par exemple, qui était super forte. Et Dolly Vanden, je les ai présentés et elle est devenue la voix d'Adibou. Ok. Et donc, mais j'ai continué à faire tout l'environnement. Oui, c'est ça. Donc, alors c'est marrant parce que anecdote, tout l'environnement donc qui est constitué du frigo qui parle, c'est ça, l'espèce de monstre le qui monstre, vient, Robitoc, donc je peux les faire en même temps. Je sais parce que Squeezie et Cyprien, non c'est Squeezie qui me disait parce que je le connais, il est très gentil, j'adore Lucas. Et il me disait mais tu nous as cassé les bonbons avec Adi et tout, donc c'était assez marrant. Ah oui, les messages. Avant de leur casser les bonbons avec Hearthstone, parce que Cyprien et lui ils s'entraînaient à m'imiter. Ah oui. Non mais c'est fou de se dire. Il y a des vidéos, je sais pas si vous les trouverez, où tu vois vraiment Squeezie et Cyprien qui s'entraînent. Ils ouvrent et ils m'entendent faire bon, bienvenue à l'auberge. Et ils font bienvenue à l'auberge. Mince, regardez qui voilà. Il y avait la radio, Squeezie parlait de la radio qui disait Radio Adibou, bonjour, la blague du jour. Il y avait le Bozigolum. Il y avait Kikou qui t'a donné les oh, je suis tellement content que vous ayez réussi votre pizza. Voilà, etc. C'est fou ça. Et donc voilà, ça a été le début de Adi Adibou et vraiment ça a été aussi le début de toutes les voix alors il n'y a pas que moi évidemment mais des gens qui étaient des gens qui faisaient de la pub et il y en avait très peu, Didier Hervé, François Jérôme, Jean-Claude Donda, Gérard Loussine, etc., qui sont des grands potes, et on a été pris pour des choses qui sont devenues incroyablement des franchises extraordinaires, mais on était là au bon endroit au bon moment parce que les gens de doublage ils le faisaient pas. Et puis il fallait les gens qui travaillent très très vite et puis qui disent pas non je suis en plateau tu sais nous on a pu t'es là 1 heure là 3 heures là etc. Ça enchaîne quoi. Et je me suis retrouvé après avoir fait les premiers, je crois que que c'est Little Big Adventure, je crois. Ça me dit quelque chose aussi. Little Big Adventure, super truc, c'est Adeline Software, Frédéric Rénal qui l'a fait. Et donc il y a eu ça, et puis après il y a eu les Star Wars, il y a eu après vas-y. Parce que là du coup j'ai fait des recherches et si c'est le cas, mais ça se trouve mes recherches puent la merde et auquel cas tu faut le dire, d'accord. Est-ce que cela pue la merde? Est-ce que tu as fait une voix dans le jeu Transformers? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Starscream? Je sais plus, mais mais je me suis buté à ce jeu. Ah ouais. Des heures et des heures. Mais attends, Transformers, c'est Transformers ou Transformice? Petit doute. Il y a un truc qui s'appelle Transformice. Oh, alors ça par contre je connais pas. Écoute, peut-être, mais c'est pas marqué sur Wikipédia. Non, mais je sais pas moi qui m'occupe. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur Wikipédia, mais j'ai préféré aussi croiser mes sources et aller piocher à droite à gauche. Et j'étais cité sur Transformers ou pas? Je sais pas si c'est dans Wikipédia par contre, mais j'ai vu que potentiellement ton nom était dans Transformers le jeu. Ah certainement, je m'en rappelle plus honnêtement. Du coup si c'est ça, je te remercie pour toutes ces heures où j'ai adoré jouer Starscream parce qu'il pouvait voler. Starscream, si j'ai fait ça, c'est sûr. Dans ce cas c'est lui. Ouais, d'accord. Mais c'est ça qui est fou, c'est de se dire que tu vois là t'es avec des mecs et je m'adresse du coup à tous mes frères et sœurs et autres cousins. Faut se dire qu'on revient 25 ans en arrière et du coup on t'avait déjà. Je t'emmerde. Je savais, je le savais. Non mais on t'avait déjà dans les oreilles quoi, c'est dingue. Et même dans la musique. Et même dans la musique. Mais oui. Même dans la musique, ouais. T'as fait des recherches sur la musique. J'ai des noms. Vas-y. Si on dit Laurent Voulzy.
Ah oui, la dernière tournée que j'ai fait avec en tant que musicien, c'était Clan Woolsey sur Le soleil donne la même couleur aux gens, le soleil donne. Eh oui. Non, mais on se rend compte un peu du panel. Eh oui, c'est ouf. Mais par contre, c'est vrai, c'est dingue. Hein. Quoi d'autre? Alain Chamfort. Alain Chamfort, ouais. Ah, j'ai joué qu'une fois avec lui. Je me rappelle même plus. C'était une reprise de Manureva. Ouais. Manureva. Ouais. C'était pour parce que il faut quand même dire, les gens vont se dire mais il a joué dessus, il est peut-être pas sur les disques. Alors attention, moi j'ai énormément joué en playback, en live. Plusieurs trucs parce qu'à l'époque, vous étiez pas né peut-être pour certains, c'est qu'à l'époque il y avait 3, 4, 5 chaînes, pas plus, 5, 6 chaînes. Ouais. Il y en avait 3 au départ, 4, 5, 6, puis la 6 arrive. Mais par contre, dans TF1, France 2, France 3, oui, c'est ça surtout. Là, il n'y avait pas encore Canal. Là, il y avait des émissions d'entertainment, des émissions de variété, on appelait ça à l'époque. Il y en avait tous les jours. Ouais. Donc, tous les jours, il y avait du boulot pour nous. En tant que on devait être en tant que musicien et qu'on nous voyait. Ouais. C'est-à-dire que le lundi, il y avait Sabatier, le mardi, il y avait Foucault, le mercredi, c'était avec De Chavannes, c'est encore mieux l'après-midi, le jeudi, je sais plus ce qu'il y avait, jusqu'au dimanche, où moi j'ai quand même fait quelques... Alors ça nous rajeunit vraiment pas, l'école des fans. Oui, avec Jacques Martin. Donc t'étais performeur, en J'étais gros. performeur, voilà, tu vois, à l'école des fans, j'ai joué... Et tes parents sont dans la salle. Très bien, bien joué. Tiens, t'es con. Et qui parle sur ton natal. Et oui, j'ai joué. Alors, mon souvenir, très de bons souvenirs. Alors, pour ceux qui connaîtront, peut-être que vous mettrez les photos. J'ai joué avec Dick Rivers. Ouais, c'est fou ça. Dick Rivers, c'est qui était gentil, mais d'une gentillesse. Le gars, on avait été répété chez lui à rue Championnet. Je me souviens pas mal des choses. C'est peut-être le cordyceps qui fait ça, tu vois. Mais c'est vrai que t'as une mémoire de fou. Ouais, j'ai une grosse mémoire, ouais, c'est vrai. Et j'ai surtout une mémoire visuelle. C'est assez fou parce que quand dans les conventions, je rencontre. T'es venu me voir il y a 4 ans, toi. Mais non, c'est fort. Ça poussait ta barre. Alors, je me rappelle pas tous les noms, mais toute la vie de la personne. Fabien est pareil, un peu. Voilà. Ouais, bah oui. Et j'ai joué avec Maury Kanté, j'ai adoré. Yeke Yeke, je sais pas si vous voyez ce que c'était. Mais non. Si, Maury Kanté, donc. Alors, avec, enfin, c'est pas la version studio qu'on entend. Non, c'est pas la version studio, mais j'ai joué avec, bien sûr. J'ai joué avec les tous les. Yeke, je te ferai écouter. On va mettre ça dans la voiture parce que c'est dans mon téléphone, dans ma bibliothèque. Ouais. C'est incroyable. Donc voilà, tu vas connaître. Voilà, donc voilà, et c'est surtout. Alors après, j'ai plein d'anecdotes. J'ai fait plein d'émissions avec Drucker, avec des trucs, c'est trop long pour raconter, mais des trucs tellement marrants. J'ai beaucoup tourné avec Madère. Si vous faites écouter Macumba, vous l'écoutez peut-être pas là. Je vous laisse l'écouter pendant 2 secondes. Parce qu'on n'a pas les droits, mais on s'en fout. Nous. Voilà, donc 2-3 secondes. Et donc à un moment donné, il y a donc cette émission de télé. Et en fait, c'est les premières fois où la Steadicam arrive en France. Tu vois, la Steadicam, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas, c'est la caméra qui était... Alors, c'était pas un Ronin, mais c'est vraiment... C'est un stabilisateur, mais attention, c'était un truc c'est un exosquelette, c'est un autre truc. Et il y avait que 2 personnes, le père et son fils, qui savaient l'utiliser. Donc, il était pris tout le temps. Et le réalisateur, Renaud Levanquim, qui est un grand réalisateur de télé, avec qui on a travaillé beaucoup à Canal. Et là, il a une idée. Il dit, d'habitude, les groupes, c'est le batteur derrière, le clavier ici, la basse là, la guitare ici et le chanteur au milieu. Il dit non, là, j'ai la Steadicam. Et le studio, il est grand. Donc, on va mettre le guitariste, le bassiste, le batteur, le chanteur et le clavier. Et le Steadicam, il va faire... Il va aller d'un côté à l'autre. Ah ouais. Tu vois, genre, super idée. Et on commence à faire ce qu'on appelle des ampex, donc des premières prises, etc. On en fait 2, et au bout de 2, il vient vers moi, pas énervé, mais genre un peu interrogatif. Il dit, monsieur, je dis oui. Il dit, mais excusez-moi, mais quand on est sur vous, il se passe rien. Je dis, comment ça, il se passe rien? Il me dit, non, il se passe rien. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dis, faites quelque chose. Et puis là, je dis, ah oui, j'ai compris. Alors, si vous écoutez le morceau,
Oh Macumba, Macumba, c'est que la grosse caisse. Oh Macumba, Macumba, toutoum, et c'est tout. Donc si vous tombez pas sur le toutoum, je vais pas bouger, je peux pas inventer un truc qui n'existe pas. Et le gars il fait. Oh là, j'avais pas compris. Donc en fait ils ont fait le truc mais ils m'ont mis derrière les enfants. Donc voilà, c'était une anecdote assez marrante sur ce point de vue-là. Mais on est pressé d'après ce que j'ai compris puisque Louis de Funès vient après. Bah c'est ça. Merci Louis. Non, mais il y a un sujet qui est quand même hyper important, dont tu parles beaucoup ces derniers temps et à juste titre, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que tu veux aborder le sujet? Tu as fondé une association, en tout cas tu fais partie des personnes qui ont créé l'association Les Voix. Lesvoix.fr. Alors d'abord, on a monté l'association avec 4 ou 5 de mes amis. Je vais pas les citer parce que je veux pas en oublier, mais celui qui s'occupe le principal à l'époque, c'est Patrick Cuban, Stéphane Kalb. Bon, on est pas mal à avoir monté ça pour un peu réguler à l'époque. C'était bien avant le Covid. L'association elle a 12 ans à peu près. 12-13 ans, et c'était pour regrouper les comédiens qui c'était à l'époque avant Covid où il y avait tous les comédiens qui allaient dans les studios et il y avait beaucoup de comédiens qui voulaient faire du studio perso. Des studios chez eux. Des studios chez eux. Et la problématique qu'il y avait à l'époque, encore une fois, ça a changé, c'est que ceux qui faisaient les studios, ils switchaient les métiers comme les ingénieurs du son, les directeurs artistiques, les agences, d'accord. Etc. En fait, les clients les appelaient directement. C'était les premiers temps d'Internet. Ok, j'ai un studio chez moi. Pas la peine de demander. Tu vois. Donc, en fait, on était contre ça. Okay. Après, il y a eu le Covid. Donc, tout le monde a monté ses petites structures, ce qui était tout à fait normal. Voilà. Donc, l'esprit là-dessus a changé. Mais on a quand même monté cette association qui regroupe à peu près 250 comédiens qui sont de valeur et de grande qualité. Et alors, sur des critères où tu rentres pas comme ça, mais quand même, il faut que tu justifies que tu as au moins fait dans ta vie 6 ou 7 cachettes de pub, un petit peu de doublage. C'est surtout, nous on était beaucoup sur la pub parce que être pris dans la pub, c'est que c'est les clients qui te choisissent et que c'est quand même t'es pris. Ça veut dire que si tu as été au bout du projet, ça veut dire que tu sais faire. Parce que tu peux avoir fait des plateaux de doublage, mais voilà, ils sont super bons les mecs de doublage. Hein. Mais tu peux quand même faire des doublages, mais il n'y a pas de client. C'est-à-dire que c'est le directeur artistique qui décide. Donc, c'est un peu plus flou, je dirais. Mais tout aussi fort. L'association, donc on a monté l'association des fois, et puis ensuite quand est arrivée la problématique, j'ai pas dit problème, mais problématique de l'intelligence artificielle, eh bien on a monté un collectif. Alors je m'en occupe un petit peu, mais on a Louis Lecordier, qui est le fils de Brigitte, Pascal Chemin, Patrick Cuban, qui sont vraiment complètement à fond là-dedans. Il y a énormément de gens, Francine Baudelot, qui sont moi je suis pas en retrait. Là si, aujourd'hui je viens de faire un grand texte sur l'IA, qui est plutôt pas mal entre guillemets. Que tu as diffusé là il y a 24 heures ou 48 heures. Exactement, Donc voilà, alors pour revenir, donc on a monté le collectif Touche pas à ma VF. Alors le côté extrêmement positif, c'est que évidemment, si on en parle, je vais essayer d'aller dans que ça soit pas trop long parce qu'on nous a tellement entendu là-dessus, mais bon. Mais en tout cas, c'est important d'en parler. Bien sûr, mais on a monté ce collectif pour sensibiliser évidemment les pouvoirs publics ou les politiques ou autre chose, ce que j'ai fait dans ma vidéo aujourd'hui, j'ai pas sensibilisé eux qui ne nous écoutent pas. J'ai sensibilisé les producteurs. Tu sens qu'au-dessus. Non, il y a pas de. Oui, c'est tout à fait. Mais c'est normal. C'est normal. Pourquoi ? Parce que en l'état actuel des choses, qui se soucie dans le monde d'un petit village gaulois qui défend un métier pour simplement que des films existent sous une autre forme qu'ils existent ? Oui, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui viennent non, mais bien sûr, il y a des personnes. Toi, t'es français, t'es en Normandie, etc. Mais le bulgare, le chinois, le néo-zélandais, etc., ils s'en foutent
Totalement. Et en même temps, ils reconnaissent aussi la grandeur de la France dans le monde du cinéma. Tu vois, ils reconnaissent encore une fois, ce truc, cette structure vertueuse. Bien sûr, mais c'est pas le niveau de reconnaître la bouffe française. Non, c'est vraiment une niche de chez niche de chez niche. Hein. Carrément. On est en tant qu'acteur, on doit être 5000 et encore ceux qui travaillent vraiment, il doit y en avoir, je sais pas, qui travaillent vraiment, il doit y en avoir 1300. Et je voyais des chiffres qui disaient que si effectivement l'IA générative impactait complètement ce monde-là, il y aurait quasiment plus de 12 000, 13 000 emplois qui seraient concernés. Plus que ça. Non, c'est fou que les pouvoirs publics français, du coup, n'aient pas de mais 12 000 législation. Oui, bien sûr, mais c'est quand même. Oui, pas mais ce qu'on nous répond, parce qu'on a rencontré le président, on n'a pas rencontré Rachida Dati qui n'a jamais daigné parler avec nous. Les sénateurs ont discuté avec Patrick. Il y a des gens qui sont. Mais. À un moment donné, qu'est-ce que tu as comme mur en face ? Je vais t'expliquer. J'ai déjà fait une interview là-dessus et je disais, si c'était un problème, je leur dis ce que j'ai dit à l'Anjou Pop Corner, je ne sais pas si vous connaissez. Pop Corner ? Ouais, on a fait un podcast. Okay. Si c'est un problème de plastique dans les océans, on est tous d'accord qu'il ne faut pas de plastique dans les océans. Ouais. Donc, on va dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Toi, que tu es un inventeur, tu vas faire ça. Ouais, c'est bien. OK, on va mettre les bouchons, on va les attacher. D'ailleurs, ce que ne comprennent pas les Américains, tu dis, mais ils ne comprennent pas. Bon, passons. Mais bon, on voit le niveau qu'ils ont. Prends ça dans ta tronche. Prends ça dans ta Trump. Allez, bah oui, mais fais de la pub, en fait. Elle est belle. Et donc, si c'était un problème comme le problème du plastique dans les océans, ça serait simple. On est contre, on fait des trucs contre ça, ou pour que ça soit pas, j'aime pas dire contre les choses. Mais là, moi je rencontre des gens, je connais beaucoup de monde, et je rencontre des gens qui sont super fiers de me dire, tu sais quoi, je viens d'investir 1 million d'euros dans la nouvelle start-up de machin, moi je me et tout le monde, mais c'est normal. Donc on n'est pas en train de dire que c'est contre, c'est que les gars ils disent mais écoutez, j'en ai un peu rien à foutre parce que moi je gagne du temps, je gagne de l'argent, les nouvelles choses sont... Pourquoi ils voudraient nous défendre? Et c'est ce que dit les gouvernements, si on vous défend, on prend du retard. Mais oui, mais c'est le business, mon gars. Ouais, mais oui, c'est régi par c'est comme ça. Ouais. 2 exemples. On est, pour ceux qui connaissent évidemment, encore un Weasley. Moi, je parle de ça, c'est Harry Potter. Donc, on est comme dans le magnifique train d'Harry Potter. Dans le premier, ils viennent de partir de la gare, de la guerre, du quai 3/4. Ouais. Et tu vois, il y a la magnifique campagne presque un peu normande, avec ce magnifique viaduc. Moi, j'adore ce plan-là. Tu vois, on le voit de temps en temps avec ce magnifique train qui est une machine à la vapeur, qui est une machine à charbon. Nous, les comédiens, on est en train de mettre le charbon dans la machine. Il est très beau, ce train. Il est magnifique. Il est romantique. Il va à 93 km/h. Et à côté, on ne le voit pas, mais il y a un autre aqueduc avec des rails. Mais là, il y a un TGV. Mardi, il passait à 230. Mercredi, il passait à 237. 2 semaines après, il est passé à 402. Là, il est en train de passer à 1000. Et il ne va pas s'arrêter. Pourquoi ? Alors qu'on doit aller d'un point à un autre. Le romantisme n'a rien à voir là-dedans. Donc, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on défend, c'est une vision romantique de notre vie. C'est normal, c'est normal. Donc, les gens, merci à tous ceux qui disent on vous défend, etc. Mais quand tu regardes bien là-dessus, le combat, il est fait. Tu penses ? Il est fait. Ok. Ben oui, il est fait. Alors, d'autres exemples. Vous le savez, je suis musicien, je suis producteur. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, comme toi, je suis batteur. Je sais pas si vous avez vu. Alors déjà, au niveau des voix actuelles, c'est pas mal. Mais ils peuvent pas remplacer ce que j'ai fait il y a très peu de temps, là, Louis XIV, là. Ils peuvent pas tenir la distance. Il y a eu un film comme ça qui a été redoublé, tu sais, avec la voix française de Sylvester Stallone. Oui, c'était nous qui étaient pourris. Mais, ok, on est au début, on est à la préhistoire. On est à la préhistoire. Je donne comme exemple que les jeux vidéo, ça y est, c'est fait. C'est sur toute la caténation, le truc de faire dans Call of Duty, quand je faisais du Call of Duty en faisant grenade. Franchement,
l'IA, elle le fait. Oui, et c'est plus intéressant pour les gens. Parce qu'au lieu de payer 40 comédiens entre 500 et 800 euros plus les charges sociales, 55%, je te le fais à 1000 à chaque fois. 40 fois 1000, c'est 40 000. En France, en Italie, ça sera pareil, etc. Et là, t'as un mec qui va être payé, allez, grassement, 1700 euros pour faire des prompts. Bien sûr. Non, mais on en est. Mais je comprends le truc, mais je trouve ça désolant. Quoi, en fait. Que tu trouves ça désolant, Oui, non, mais bien sûr. moi aussi, je trouve ça désolant. Et c'est rien par rapport à la musique. Ah ouais. Bah, non, mais oui. La musique, mais c'est un mal de tête. C'est-à-dire que, je sais pas si vous connaissez Alex Jaffray, mon copain Alex Jaffray qui fait la musique sur France 2, qui est à Télématin, qui est un génie de la musique. Et c'est comme mon frère, on a monté des boîtes ensemble, vraiment, ça fait 40 ans qu'on se connaît. 30 ans qu'on se connaît. Et il m'appelle l'autre jour, il me dit, putain, je rentre des États-Unis, je rentre avec un truc, je vais te faire écouter ça, l'album, il est trop... Le chanteur écoute les chœurs qui font les chœurs gospel. J'écoute, il l'envoie, il me fait... Je fais, putain, merde, je vous ferai écouter tout à l'heure 2-3 trucs. Je dis, oh, la vache, qui c'est? C'est personne. Ça n'existe pas. La qualité là, je suis en train de faire un album, moi. On l'écoutera tout à l'heure. C'est vrai? Ouais, je suis en train. Un album de funk avec ma fille qui est une super chanteuse. Mais là, ma fille, elle est presque en dépression par rapport à ce qu'elle voit. Et moi, ça a été un coup d'arrêt. Parce que ce que j'ai entendu, pourquoi? Parce qu'on va dire, bah oui, mais toi, quand tu fais ton truc page, oui, mais les gens, même moi, je me fais avoir. C'est le début. Mais oui, non, mais... Je me fais avoir par la beauté du truc. Parce que l'IA, elle t'invente des trucs. Ah ouais, c'est non, bluffant, mais elle quoi. t'invente des trucs, tu dis... Et donc la voix, quand t'as des voix qui n'existent pas, mais qui ont été générées, et qui sont des croisements entre la voix d'Alicia Keys, de Beyoncé, et d'une chanteuse de choriste qui est de l'Alabama, et que personne ne peut tracer, tu peux pas tracer ça. Alors les gens ils nous disent, bah faut tracer. Comment tu traces? Avec qui tu traces? Moi j'ai fait c'est un peu la même chose en musique. J'ai fait des débuts de morceaux. J'avais une frappe de... Alors c'est pas moi qui le joue, hein, c'était trop difficile. Parce que je joue plus tellement maintenant. Mais je voulais une frappe qui soit à la fois la frappe Kessler de Phil Collins, et qui a un rimshot qui soit un peu reggae. Et donc là comme ça, et une frappe un peu du batteur d'Earth, Wind & Fire que j'aimais bien un peu sa frappe. Mais je prends les 3 trucs, je les mets. Il y a un mec qui m'a dit, mais je peux te le faire ça. C'est intraçable. Comment tu veux tracer la frappe d'une Kessler de Phil Collins? Et c'est un composé de 3 trucs. Oui, mais c'est comme nous dans nos logiciels de montage, il y a des options qui sont, on va dire, boostées par l'IA, par exemple le détourage ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même principe, tu vois. Il y a de l'IA partout, mais je sais pas. Mais la problématique, elle est là, parce que l'IA, il y a plein de trucs, c'est formidable. Oui. C'est formidable. Il y a des trucs qui sont absolument incroyables. Mais à un moment donné, sur l'artistique, c'est plus que problématique. Parce que là, je disais l'autre jour, moi j'ai fait, à l'époque, il y a très longtemps, j'ai fait 40 disques pour les enfants. J'ai fait 40 disques pour les enfants, qui s'appelait Papa te raconte. Tes enfants, vous avez pas encore d'enfants? Non. Bientôt, hein, faut s'y mettre, les gars. On y croit. Je vous montrerai les maquettes. Non, je déconne. Mais vos enfants, à un moment donné, ils vont être nourris. Comme moi, quand j'ai écouté, que ça soit le morceau dont je viens de vous parler, mais que ça soit, j'ai écouté hier soir, putain, le mec, il nous montre Billie Jean en reggae. Ouais, il y a plein de versions comme ça. Je l'ai écouté, ou Billie Jean en New Soul. Moi, je travaille là-dedans. Les accords qui étaient placés en 7e, en 9e, le moment que l'IA décide de faire chanter la voix qui n'existe pas, mais qui est quand même incroyable, et qu'il le fait, et qu'il y a la retenue qu'il faut, c'est au fond du temps, et qui t'invente une mélodie, et tu dis, bah ouais, c'est encore mieux que ce que j'aurais pensé. Et surtout, quand tu chantes, moi je chante, mais je vais chanter, alors j'utilise bien sûr que je vais utiliser l'autotune pour certains trucs, parce que personne ne chante parfaitement, ça n'existe pas, à part George Michael ou Stevie Wonder, ça n'existe pas, les mecs qui chantent vraiment parfaitement. Donc en fait, là c'est que des trucs qui sont parfaits. Je suis en train, les chœurs de ce qu'on écoutait, tu dis 7e, 9e, adaptez-moi, machin, je veux un chœur gospel, et ils sont 30 à faire le truc de la tierce et la quinte. Et là, tu fais, c'est parfait, c'est sûr.
Et tu peux rajouter le côté, je mets le petit souffle qui fait. Voilà, donc quelque part, on en revient à l'IA. Que faire? On n'en sait rien. On est complètement démunis par rapport à ça. Alors, à la limite, moi, je dirais, j'ai la chance d'avoir un esprit entrepreneurial. J'ai la chance d'avoir un esprit créatif sur certains trucs. Donc, je me remets tout le temps en cause. Je fais des nouvelles choses. J'essaye de faire des choses. Mais ceux qui font que ça, et pire, ceux qui veulent faire ça. Je vais te dire, anecdote pour qu'on soit un peu léger. En convention, je viens, puis évidemment, il y a 10% des gens qui nous croisent, qui disent mon métier, je voudrais faire comédien de doublage, etc. Donc d'abord, je leur dis arrêtez de penser comédien de doublage. Vous êtes comédien. Voilà, faites ça, puis après, ça fait partie du truc. Après, je leur donne. Parcours type, le parcours type, il n'y a pas de parcours type, mais je dis ne faites pas ça, soyez réalisateur. Réalisateur. Bien sûr, c'est le seul moyen. Les acteurs, c'est qu'un gros panier que tu piges dedans. Pour chaque rôle, actuellement en France, pour un rôle, t'as 80 Ferrari qui peuvent le faire. En tant que mec et en tant que nana. C'est-à-dire que t'as un rôle, là, ok. Page, je commence par moi. Non mais Richard Darbois, Emmanuel Curtil, Jean-Claude Donda, Jean-Pierre Michael, Adrien Antoine, Christophe Lemoine. Je te les tape comme ça. T'en as 80. Des Ferrari. C'est des vrais Ferrari qui te font pas perdre de temps. Donc toi, t'arrives, tu fais, je voudrais bien comprendre. Non, c'est pas possible. C'est comme si t'étais Bastien pâtissier et que t'es super bon parce que tes parents, ils me disent, waouh, les gâteaux de Bastien, machin. Donc tu te dis, je vais devenir pâtissier. Sauf que, ok, tu peux le devenir dans la France entière. C'est déjà pas mal. Sauf que dans notre métier, c'est comme si tu disais, ouais, mais tu sais, Bastien, tu vois, ces trucs qui fait 150 mètres, de là à là, il y a déjà 70 pâtissiers qui et qui ont des clients. Comment tu fais ton trou? Voilà la problématique où on en est. Tu vois ce que je veux dire. Et alors, je voulais faire rire parce que les gens viennent nous voir et nous disent, je leur dis, soyez réalisateurs parce que de toute façon, il y a tellement de chaînes, il y a tellement de trucs qu'il faut toujours trouver des idées, faut toujours trouver, et il faut les tourner. Donc, les gens qui ont l'argent, le nerf de la guerre, ils cherchent des réalisateurs, ils cherchent des gens qui ont des idées. Même si c'est l'IA peut trouver des idées aussi. Après, tu peux l'utiliser, mais voilà. Le prochain chef-d'œuvre, c'est quand même toi qui vas le faire. Certifié humain. Certifié humain. Mais quelque part, le comédien est la dernière roue du carrosse. Et si t'es pas une star, ça commence à devenir difficile. Et je leur dis, je leur pose la question, alors vous voulez être comédien ou riche? Ah ouais. Ou la gloire. Non, je parle de richesse, vraiment. De richesse, parce que quand même, moi j'ai la chance, je sais que à 1 mois et demi, mon frigo il peut être rempli. À 1 mois et demi. Ok. À 1 mois et demi, c'est pas. Et moi j'ai une boîte de prod, j'ai tout, Mais il y en a, est-ce que la semaine prochaine, je peux manger, au moins remplir mon frigo et accessoirement payer le truc de mes enfants et mes voyages. Non, mais je veux dire. Non, mais carrément. C'était important quand même qu'on aborde cette question-là. Évidemment. Non, mais on pourra en parler pendant des heures. Oui, bien sûr. Je disais l'autre jour, je finis sur l'histoire de la métaphore. Ce qui va se passer. Ou ce qui se passe. Je disais tout à l'heure dans la voiture, je disais que ça soit Dorothée. Dodal, Renew, Brigitte, moi, enfin tous les gens qui travaillons, qui sont un peu, pas mal, beaucoup connus, on est comme des restaurants 3 étoiles. Vraiment, on est des restaurants 3 étoiles. Et c'est pourquoi? Parce que quand tu vas dans un restaurant 3 étoiles, il y a un grand chef, tu vas chercher de la qualité, mais tu acceptes de payer le prix. Oui, tout à fait. Et donc, mais tu ne vas pas au restaurant tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Même si t'es blindé, tu vas pas tous les mois. Alors, il y a que les milliardaires qui vont, mais les milliardaires n'ont pas besoin de toi. Donc, quelque part, c'est exactement ça. Avant, ces restaurants 3 étoiles étaient ouverts 7 jours sur 7 et tu pouvais les utiliser à des prix tout à fait normal et convenables pour des agences de pub. Mais maintenant, les clients sont là, ils font... Non, il faut que ça me coûte le prix d'un sandwich SNCF, alors je dis d'un McDo parce que je préfère burger ou KFC. Voilà, c'est ça. Ah, et tout d'un coup, mais non, là, je pense que là, c'est il me faut vraiment du bon pour moi. Donc une grande marque, un Kenzo, machin. Le dernier truc que j'ai fait, alors qui est quand même assez marrant parce que ça, c'est aussi un autre axe. Je viens de terminer, on en a parlé de Louis XIV. Vous avez entendu parler de ce que j'ai fait ou pas du tout? Sur Louis XIV, moi, je l'ai pas. Oui, en fait, j'ai été appelé par une super Enora Contant, qui est une productrice de A Production. Enora m'appelle, elle me dit, voilà, Badge, on a fait un casting avec tout le monde, c'est toi qui as été choisi, on t'explique ce qui se passe. Nous, on est producteurs de documentaires.
On vient de terminer un documentaire. Je vous le raconte parce que j'ai le droit de le dire quand même. On vient de terminer un documentaire sur le masque de fer. Vous voyez ce que c'est le masque de fer. Ouais. Donc voilà. Au temps de Louis XIV, ce personnage qui a été emprisonné dans un château, etc., pendant 30-40 ans. Et on ne sait pas du tout qui c'est. Donc en fait, il y a 4 films. Et donc ces 4 films développent les 4 théories principales avec des 10 historiens différents, mais en tout cas 4 théories principales pour savoir quel était le masque de fer. Et donc, ce qui était génial à faire, je raconte parce que c'est tellement un pied. Et donc, en fait, donc c'était pour la voix. Donc, c'est moi qui ai le casting, ils veulent que ce soit moi. Mais tu vas voir la subtilité, c'est que donc le premier épisode commence avec une voix tout à fait nous sommes en 1676. C'est grave, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a et puis il y a ce personnage dont personne ne sait. Donc ça va, les 4 premières minutes, tu as vraiment la mise en place du truc. Et puis, plus le sujet commence à elle dit, ben voilà, on ne sait pas qui était ce personnage, personne ne le saura jamais. Les hypothèses des plus hauts, puis la caméra tourne et la voix dit, vous ne saurez jamais, personne ne saura jamais, sauf qui peut savoir. En fait, et la caméra arrive sur Versailles, sauf moi, Louis XIV, le roi soleil. Ah oui. Et c'est Louis XIV qui raconte en voix off. Ok, incroyable. Les 4, ça tue. Et tu lui as prêté cette voix. Genre, oui, ça, quoi. C'est incroyable. Et surtout, c'était génial à faire. Génial. Alors d'abord, les réalisateurs sont extraordinaires. T'avais un vocabulaire et tout, pas ? Hein ? T'avais un vocabulaire, un phrasé de l'époque ? Non, pas spécialement, mais j'avais des intentions totalement différentes. Au lieu de dire un truc, le prisonnier arrive au fort de Laramie et il a tellement peu de choses parce que on a peur qu'il dise pas du tout. Le prisonnier arrive au fort de Laramie. Alors, il y a très peu de choses qu'on peut lui donner parce que il se pourrait qu'il sache quelque chose. Ouais, tu le racontes. Ouais, c'est du miel. Tu le joues, mais c'est du miel. Non, mais c'était ça tout le long. Et en plus, vu le niveau de la réal et tout. De la réal. Les gars étaient tellement bons. Alors, ce qui est assez marrant, parce que je termine sur le sujet, ce qui est assez marrant, c'est que ce documentaire existe. Pourquoi ? Parce que tout était fait en IA. Ah ouais, d'accord, on est vraiment... mais parce que c'est impossible. C'est impossible. Je vais vous montrer un extrait. C'est impossible de faire ce qu'ils ont fait, de raconter. On voit Versailles, on voit la Bastille, on voit... À moindre frais aussi, j'imagine. Parce que j'imagine que ça aurait pu être possible, mais avec... Non, mais là, c'est même pas le film avec DiCaprio, machin. Okay, t'as 2 heures de film. Ok, d'accord. Mais là, c'est impossible. Impossible. Et elle m'a très bien expliqué, Nora, parce qu'au début, elle m'a dit, ça sera fait en IA. Mais j'ai très bien compris, parce qu'ils défendent totalement le fait qu'ensuite, les voix, ça soit vraiment un vrai humain qui le fasse. Mais ils ont dit, nous, en tant que documentaire, et c'est que j'ai compris. Ils n'ont pas le choix, quoi. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas le choix, c'est surtout que ça ouvre un champ dingue de possibilités. Un champ dingue. Le mec qui veut faire un truc sur les comètes, machin. Il y en a un qui vient de déterminer sur Napoléon III et sur les Aztèques. Tu vois, fais. Et là, je vous montrerai. Alors c'est toujours un peu. C'est encore des IA qui te font que des jambons, par exemple. Tu vois, c'est un peu chiant. Mais même ils disaient voilà, on peut pas faire autrement. Mais même, waouh. Qualité, quoi. Voilà, ça c'est une application et ils disent nous. En tant que documentariste, c'est super pour nous. Parce que quand même... Non, mais on peut pas aller contre ça. Tu vois. Bien sûr. Et c'est super parce que ça change rien et qui dit, nous, on a pris les monteurs pour ça, mais on a aussi fait travailler les gars qui ont fait... Ils ont aussi 7 personnes qui travaillaient sur ça, quoi, tu vois. Mais autrement, bien sûr qu'on peut dire que... mais ils n'auraient pas tourné. Ils n'auraient pas pu le tourner. C'est-à-dire qu'on aurait dit, on prend des vrais acteurs. Tellement de contraintes. Mais non, c'est impossible. Je te montrerai. C'est juste dingue. C'est pas possible. Donc voilà. Donc il y a pour finir sur le l'IA, mais c'était pas le sujet on est parti là-dessus. C'était quoi le sujet? Là on était parti sur Henri et tout. Ouais, c'est ça, sur ton rôle. Sur ton rôle, mais je sais pas d'où ça vient. Sur ta manière d'interpréter, je sais pas pourquoi. En tout cas, on a digressé. En tout cas, c'était. Oui, on parlait sur l'IA, etc. Donc voilà, on est dans une grosse panade, dans une grosse merdouille. De toute façon, c'est aussi à l'image. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, comment tu réagis à la vie ou comment tu réponds à la vie. Si tu réagis, t'es mort. La réaction. Si tu réponds, t'as une chance de creuser
un autre chemin qui soit ton chemin, créatif ou pas, où parce que la vie est plus forte, comme dans Jurassic Park, quand Goldblum trouve toujours son chemin. Donc moi, je crois plutôt à ça, tu vois. C'est très beau. Waouh, j'ai envie de continuer. Ouais, je suis moi désolé. aussi, je continuerais bien, mais effectivement, c'est-à-dire qu'il est 13h09. Je pense que ça va pas tarder. Je pense que ça va pas tarder. De toute façon, on va conclure alors. Donc il faut conclure. Qu'est-ce que vous aviez d'autre comme question vite fait? On avait des questions, mais il y a pas un quiz à un moment donné? Si, en fait, c'était un petit challenge, mais on pourra le faire entre nous, peut-être un réel ou un truc comme ça, tu vois, un petit extrait. En fait, on voulait reprendre la première phrase que t'as fait rentrer en 8 secondes. Tu te souviens? Et je voulais que tu nous juges. Ah, que vous le fassiez vous. Après, tu peux nous le faire en exemple. Si tu veux nous le faire en exemple, n'hésite pas. Hein. Ah oui, ma première pub de ma vie. La juste sèche. Ouais, alors je vous la fais. Attends, là si tu y arrives comme ça du premier coup, on a les boules. Vas-y. T'es prêt? Ouais. Vas-y. T'as besoin de je la lis pas, non. Ok. Ah, si tu veux que je la lise, comment tu l'as, veux. Hein. 3, comment tu j'ai l'as peut-être loupé une ou deux phrases. 3, 4. La juste sèche de Justin Bridoux. Si ça sèche, sans sécher, doit sécher sans s'assécher. Elle est sèche. Juste sèche, la juste sèche de Justin qui? La juste sèche de Justin Bridoux. J'ai même pas eu le temps de chronométrer. J'ai pas eu le temps de sortir le truc. La juste sèche de Justin Bridoux. Si ça sèche, sans sécher, doit sécher sans s'assécher. Elle est sèche. Juste sèche, la juste sèche de Justin qui? La juste sèche de Justin qui? La juste sèche de Justin Bridoux. Mais c'est fou, par contre, vraiment, parce que nous, on s'est vite fait entraîner à le faire. C'est impossible. Bien sûr, je comprends. Ah, c'était quoi les autres challenges? Faites-le avec Faites-moi rire. Ah bah tiens, vas-y. Déjà, je vais piétiner. Allez, montre-lui. Montre-lui. 3, 4. La juste sèche du... Allez, hop. Attends. Vas-y. La juste sèche de Justin Bridoux, une saucisse sèche sans sécher, doit sécher sans s'assécher. Elle est sèche, juste sèche. La juste sèche de Justin qui? La juste sèche de Justin Bridoux. T'es chaud un peu. C'est pas mal, mais t'es mort, hein. Je suis attendu. T'es mort. Je suis pas aussi souple, quoi. Et toi? Ça va être catastrophique, Patch. Vas-y, non, ne dis pas ça, on dit jamais ça. On dit jamais ça, ça va être super. Vas-y. La juste sèche de Justin Bridoux, une saucisse sèche, ça doit sécher sans s'assécher. En fait, je m'aperçois là que c'était plus difficile que... Mais c'est hyper dur. C'est pas mal. C'est trop compliqué. Vas-y, allez, une dernière fois, vas-y. La juste sèche de Justin Bridoux, une saucisse sèche, sachant sécher. C'est trop compliqué. Mais c'est marrant, tu sais que... Bravo en tout cas, bravo l'essai. Mais c'est marrant parce que ça pourrait faire une autre émission, sérieusement, dans la suite Victoria. Non, mais c'est que comment? J'ai la capacité, on en discute avec Fabien Olicard, j'ai la capacité d'avoir un temps de réaction sur ce que je dois lire. Tu me donnes n'importe quoi, je vais trouver le ton tout de suite. Je sais pas, il y a pas un truc là, je pourrais même te le faire directement. Il y a un room service, un menu, je sais pas ça. Même le menu ou ce que tu as. Donne-moi n'importe quoi, tu ouvres la page. Bon, j'ai pas mes lunettes, donc je sais pas si je vais bien voir. Dis-moi stop. Stop. C'est des présentations. Après, je vois rien du tout, etc. Mais merde, c'est en anglais. Donc, on va pas le faire. Non, c'est tout en anglais. Tu l'as pas en français, là? Tu te défiles, page. Non, je me défile pas. Non, bah attends, je vais le faire moi, je vais le faire comme ça. Donc, normalement, où que j'ouvre la truc, mon cerveau doit réagir tout de suite et connecter à ce qui est dit. Ok. D'accord? 1 heure pour soi, l'Institut Parfumerie. Découvrez nos nouveaux soins. 1 heure pour soi. Modelage, pose de cils, aide-spa à offrir ou pour se faire plaisir. Conseil style, si vous êtes petite, privilégiez la veste cintrée légèrement au-dessus des hanches. Si vous êtes grande, osez le modèle oversize long, ceinturé pour équilibrer la silhouette. Venez rencontrer Chase et Stella, les jouets de chez Édouard Leclerc, le 11 octobre, de 15h à 18h. Trampoline Park, Bretteville-Odon, Laser Game, 4 activités, un seul lieu, le quiz game, le bowling. Retrouvez également Joe Cani. Tradibat, construction, rénovation, extension, aménagement de combles, construction. J'adore. 5e festival du cinéma américain de Deauville. Découvrez toutes les photos et le palmarès. Vraiment, c'est ouf. À l'occasion de sa 51e édition, le Festival de Deauville a poursuivi son hommage aux artistes d'exception en remettant à Deauville Talent. Ok, Paz, il faudrait faire plus marrant. À l'occasion de sa 51e édition, le Festival de Deauville... Alors, trouvez-moi à partir de ça, vite fait, c'est le challenge, trouvez-moi des adjectifs, il faut que je réagisse tout de suite. Là, c'est commémoratif, là. À l'occasion de sa 51e édition, le Festival de Deauville a poursuivi son hommage aux artistes d'exception
En remettant, vas-y, fais-moi. Badge, faudrait que ça s'adresse un petit peu plus aux enfants, si tu peux faire un truc un peu plus. À l'occasion de sa 51e édition, le Festival de Deauville a poursuivi son hommage. À qui? Aux artistes d'exception. Une autre, vas-y, allez, Moi, je veux un petit peu plus de suspense parce que là, on est sur l'édition À horreur. l'occasion de sa 51e édition, le Festival de Deauville a poursuivi son hommage aux artistes d'exception en remettant un Deauville Talent Award. À qui? À Pamela Anderson. Badge, il faut que je tombe amoureux là. Il faut que tu À l'occasion de sa 51e édition, le Festival de Deauville a poursuivi son hommage aux artistes d'exception en remettant un Deauville Talent. À qui? À Pamela Anderson. Bravo. C'est vrai que c'est un super jeu. C'est incroyable. Bon, par contre, là, faut que tu te fasses payer parce que vu les pubs que t'as mis là, on va tout reprendre là. Ce que je viens de faire, les gars, ça vous cher. Le laser game de Bretteville et tout là. Vous envoyez le chèque. Non, mais voilà, ça, c'est un truc. c'est incroyable. Et je n'ai jamais appris. Et c'est là où, quand on parlait de connexion, etc., alors, c'est la batterie, c'est etc. Ouais. Mais je sais pas d'où ça vient. Je vous avoue, c'est naturel, etc. C'est-à-dire que T'as une vision peut-être en rythme, en fait. Je peux pas dire autrement que je sais ce qu'il faut faire. C'est un ressenti. C'est-à-dire, t'es là, c'est pas, tu vois là, le rétro festival de Caen, retour sur la 16e édition. Là, mon cerveau. Là, il y a un grain. Non, mais le cerveau, il a déjà en une seconde. C'est des voitures, il y a des vieilles voitures, c'est rétro festival. Donc je vais puiser dans la culture interne. En disant, je peux faire 1750, voilà, le rétro-festival de Caen, retour, l'événement phare de la rentrée, investi une nouvelle fois à l'hippodrome de Caen. Pour cette nouvelle édition, nous sommes à la suite Victoria et à... Non mais tu vois. C'est énorme. Non mais c'est trop bien parce que ça fait un peu écho à ce qu'on disait en début d'épisode quand tu nous racontais la capitainerie de l'Orient. En vrai, moi j'y vois un petit lien de tu te lances dans l'inconnu mais tu sais où tu vas quelque part. C'est très bon ce que tu dis et d'habitude il dit des trucs d'habitude c'est catastrophique c'est le cerveau du podcast. Non mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est un principe aussi. Alors il faut faire attention, je veux dire, si la peur elle existe pour pas que tu te fasses écraser dans la rue, évidemment. Mais à un moment donné je vais être très prétentieux, vraiment. Il y a quelques personnes qui ont dit des choses et moi je m'y suis retrouvé. Alors c'est très prétentieux. Mais quand Picasso il dit je cherche pas, je trouve, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je ne cherche pas, c'est là. C'est comme si alors il y a des trucs j'arrive pas comme ça évidemment. La cuisine c'est pas du tout ça. Je veux dire. Non mais c'est instinctif quoi. Je peux pas. C'est au-delà. Inexplicable. C'est ton corps qui s'aligne et puis voilà. C'est aligné, c'est connecté, ça va vite quoi. Mais tu sais, encore une fois, on va sur les exemples un peu. Et encore une fois, je le dis vraiment sans prétention, mais à un moment donné, faut s'assumer sur le truc. Moi, je me considère honnêtement comme un athlète de très très haut niveau. Un sportif. C'est pareil. Carrément. Alors, je veux pas te dire des noms, mais je sais que quand je lis ce que faisait Kobe Bryant, ce que fait Michael Jordan, il parle de quoi? J'ai pas dit que j'étais du niveau de Michael Jordan, mais à un moment donné, le focus c'est le même. Lewis Hamilton, le focus c'est le même. L'acharnement quoi. C'est pas de l'acharnement, c'est du focus. Ton mental, il est là. Ton mental, il est pas là, il est dans l'instant présent, il est connecté à des trucs. Et surtout, tu t'entraînes, tu apprends. Pourquoi Kobe Bryant, il était à 4h30 à la salle? Et Michael Jordan, il en rentre des comme ça. Pourquoi? Pour qu'à un moment donné, pendant le match, instinctivement, il délivre. Oui, mais oui. En fait, c'est ça, quoi. Ça va pas taper, ça va pas se... Ah ouais? Je sais pas, il me semble. Je vais aller voir si tu veux. Jasper! Padge, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie les gars, sans rigoler. On a beaucoup de chance dans cette aventure qu'est le Jazz Bar. C'est clair. On l'a dit plusieurs fois dans nos épisodes, on a fait plein d'épisodes qui étaient trop cool avec des gens qui sont hyper intéressants dans des lieux qui sont trop bien aussi à chaque fois. Et moins que moi, ça c'est sûr. Moins que toi. Non, mais c'est pour ça on arrive au bout de l'aventure là. Après c'est fini, on arrête. Moi personnellement, moi je pense qu'il faut que vous arrêtiez votre carrière là-dessus et puis moi aussi. Tout le monde s'arrête là. Non,
donc vraiment merci encore d'avoir accepté l'invitation et d'être c'était un venu vrai plaisir. prêter ta voix au micro du Jazz Bar. Tu vois, mon feeling était comme d'habitude, entre guillemets, bon, de dire oui à venir avec vous. Franchement, gros pied, quoi. Il fait bien plaisir. Bien plaisir. Merci beaucoup. Si c'est moi qui conclue ou pas, oui, je vais conclure. C'est vrai, je vais conclure intelligemment, je veux dire, si je peux. Voilà, donc la conclusion, je dis à tous ceux qui nous écoutent, d'abord merci Bast, merci toi. Aïe. Apparemment, il y a une référence. Non, mais il y a une référence. J'allais dire merci Tipo. Non, j'ai un truc très important à vous dire, faut qu'il le note, vraiment, notez ça et vous-même parce que c'est important pour votre vie. Prenez des notes et j'ai envie de vous dire on se laisse là-dessus. Désolé. Oui, d'accord. Oui, j'avais pas. Abonnez-vous, commentez, notez. On se retrouve bientôt. Abonnez-vous à Patch aussi. Ciao.